Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette émission de Présidentielle 2025. J'accueille ce soir et j'ai l'honneur d'accueillir le président du SDF Europe, M. Alexis Kameroui. Je suis accompagné du consultant maison, M. Etoga, pour débattre et arriver à l'évolution du SDF pour sa participation aux élections présidentielles de 2025. M. Alexis Kameroui, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bonsoir aussi à mon copanéliste. Je suis très content d'être là aujourd'hui. 2025, c'est une date extrêmement importante pour le Cameroun et le SDF se prépare depuis pratiquement 7 ans après la présidentielle 2018 pour répondre aujourd'hui présent. Et c'est pourquoi je me réjouis d'être là aujourd'hui pour déployer et pour vous expliquer tout simplement ce que nous préparons et ce que nous entendons faire pour les Camerounais pendant et après la présidentielle 2025 jusqu'en 2032. Bonsoir. Bonsoir, c'est tout un plaisir de partager le plateau avec mon copanéliste ici présent, qui plus est président du SDF au niveau de l'Europe. Et c'est tout un honneur, on ne demande que ça, que les partis politiques viennent sur ce plateau pour expliquer aux Camerounais ce qu'ils proposent pour l'avenir de ce pays-là. Et merci à vous de l'invitation. Dans le contexte de l'élection présidentielle 2025 au Cameroun, comment le SDF compte mobiliser la diaspora camerounaise en Europe et particulièrement en Belgique dans le cadre de cette présidentielle 2025? Merci. Je l'ai dit tout à l'heure, 2025 c'est une date extrêmement historique. Nous sommes face à un système qui, bien au-delà de 43 ans, nous parlons ici pratiquement depuis les années d'indépendance et peut-être même les années bien avant avec l'UPC, qui ont installé un système qui peu à peu ont poussé les Camerounais à aller au-delà de leurs frontières, à traverser les mers à la nage, à aller chercher fortune ailleurs. Et je veux dire, l'Europe, l'Allemagne, la France, la Belgique ne sont pas en reste. Donc pour le SDF, à partir de 1990, il était extrêmement important que nous ayons un programme. Lequel programme n'a pas changé. Dans notre programme, la diaspora joue un rôle extrêmement important parce que nous connaissons le rôle de cette diaspora. Nous savons que les pays comme l'Inde ont bénéficié de leur diaspora pour pouvoir se développer. Nous avons par exemple le cas de la Chine. Et le Cameroun fait partie en Afrique et peut-être même dans le monde de ces pays qui disposent d'une diaspora extrêmement active. Une diaspora qui, dans les pays d'accueil où ils se sont installés, comme nous, comme vous et moi, cette diaspora a trouvé son chemin et ne demande qu'à rentrer au Cameroun. Et donc dans le programme du SDF pour 2025, nous prévoyons naturellement le programme que nous n'avons pas encore naturellement présenté parce que nous ne sommes pas encore en campagne, mais nous prévoyons beaucoup de choses pour pouvoir amener les Camerounais, pour nos compatriotes à l'extérieur, à rentrer au pays. Et en ce qui concerne principalement la Belgique, nous avons des structures qui sont installées ici avec le président Poufon que vous connaissez. Et nous avons déjà commencé une campagne de proximité à intéresser les Camerounais, mais surtout à leur expliquer notre programme. Et mon passage ici fait partie de ce programme que nous mettons sur pied pour expliquer aux Camerounais et aux Camerounaises pourquoi il est important que nous ayons un œil sur ce qui se passe chez nous. Mais qu'est-ce que le SDF prévoit pour pouvoir faire rentrer les Camerounais et surtout nous intéresser à la chose politique et à la chose sociale au Cameroun. Donc en ce qui concerne la Belgique, il y aura tout un ensemble d'activités que nous allons lancer pour expliquer notre programme et surtout pour nous rassembler parce que nous pensons que le moment est venu pour que nous agissions au Cameroun, mais surtout que cette diaspora puisse apporter sa contribution, ce que nous attendons tous. Le décor est planté. Quelle lecture le SDF fait-il de la situation politique au Cameroun et quel changement estimez-vous urgent à engager après plus de 40 ans de régime du RDPC? La situation politique, je pense tout simplement que nous sommes un pays à la dérive. Quand M. Biya prenait le Cameroun, nous comptions à peu près 188, si je m'arrête, à peu près 185, 188 sociétés publiques. Aujourd'hui, je pense que nous n'avons qu'une trentaine. Et la trentaine que nous avons, c'est une trentaine qui lui est imposée. Il est obligé d'avoir ces sociétés. Donc si je m'abstiens juste là, quand M. Biya prenait le pouvoir au Cameroun, les axes, ce que nous appelons les axes lourds, les nationales et les systèmes. Et aujourd'hui, pour celui qui a fait juste la route en Douala-Yaoundé, on ne peut même plus appeler ça une route nationale qui mérite un pays comme le Cameroun. Hein, si je m'en tiens juste aux deux exemples. Donc nous sommes dans un pays qui est au bout du gouffre.
Nous sommes dans un pays où on a un président qui, depuis plus de 7 ans, n'a pas pu tenir un conseil de ministres, qui ne connaît pas ses propres personnes qu'il a nommées, qui ne remplace pas ceux qui sont morts, qui ne remplace pas ceux qui ont démissionné d'ailleurs même. Et donc, on est déjà pratiquement à la dérive. Je veux vous épargner les autres situations ubuesques que vous connaissez. Donc, pour nous, au SDF, nous avons dit, nous aurons, à partir du 12 octobre, à partir du moment où nous sommes élus, le 12 octobre, soit du 12 octobre quand nous avons les résultats, et que nous avons fait la prestation de serment en novembre ou plus tard, nous aurons des mesures, les premières mesures que nous allons prendre. Nous avons un bataillon de près de 16 mesures que nous allons prendre, entre autres, par exemple, la question sur la multinationalité, parce que nous n'aimons pas dire la double nationalité. Le monde d'aujourd'hui, c'est la multinationalité. Nous avons des Belges qui sont français, qui sont allemands, qui sont brésiliens. Donc, il n'est plus question que la nationalité puisse être une barrière. Donc, par exemple, juste pour parler de la diaspora, la multinationalité qui sera une abrogation même pas d'une loi, d'un décret qui avait été pris en 1968, en juin 1968, si j'ai bonne mémoire, pour permettre à tout Camerounais qui justifie sa camerounésité de rester camerounais et de pouvoir jouir de cette camerounésité, de cette nationalité. Donc nous avons par exemple, juste pour la diaspora, si je peux citer celle-là, nous avons bien d'autres mesures, par exemple comme l'obtention de l'acte de naissance. Nous avons fait le tour du Cameroun. Nous sommes le seul parti aujourd'hui qui ayons déjà fait en moins de 2 ans, 2 fois le tour du Cameroun. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, quand nous avons causé avec les Camerounais de l'arrière-pays, quel est le plus grand problème qu'ils ont. Vous pouvez vous imaginer, ce n'est pas le problème des routes, ce n'est pas le problème de l'alimentation, c'est la question de l'acte de naissance, c'est la question de la nationalité. Donc la carte d'identité devrait être gratuite, l'acte de naissance devrait pouvoir être fait jusqu'à 5 ans après la naissance. Ça, ce sont par exemple 2 gros problèmes. Parce que je vais peut-être vous édifier et sur ce plateau, si vous allez à l'extrême nord, si je prends l'extrême nord, et c'est la même situation à l'est, au sud, et même dans l'ouest du Cameroun à certains endroits, ou bien même au centre, les centres d'état civil se trouvent à près de 50-60 km de là où les populations vivent. Quand une femme donne naissance à un enfant, après avoir eu à passer tout le calvaire que vous connaissez, il doit parcourir 60 km pour aller enregistrer l'enfant. Ils ont, selon la loi, une certaine période, je pense, de 2 à 3 mois pour faire cette déclaration. Passer ce délai, il faut un jugement. Et qui dit jugement, dit passer devant une cour de justice, et qui a un processus très long. Donc, quand vous allez dans l'arrière-pays, vous rencontrez beaucoup de personnes dont l'école s'arrête au cours élémentaire de moyen 1. Parce que pour faire le CEP, que vous connaissez l'examen, il vous faut un acte de naissance. Et quand vous n'avez pas d'acte de naissance, vous ne pouvez pas le composer. Quand vous n'avez pas d'acte de naissance, vous ne pouvez pas avoir une carte d'identité. Ce qui est en réalité très ubuesque. Si d'ailleurs on parvient à avoir cet acte de naissance, vous savez, au Cameroun, je fais juste une petite blague, on fait le voir bébé et on fait aussi le voir carte d'identité. Parce que obtenir sa carte d'identité devient au Cameroun un parchemin plus difficile, un examen plus difficile qu'obtenir son bac, sa licence ou bien même son doctorat. Et donc, pour nous, il est extrêmement important de remettre cette question au centre du débat. Donc, nous avons plusieurs paquets. Nous avons un paquet d'abord dès les premiers jours. Nous avons un paquet après 100 jours. Nous avons un paquet après 1 an. Et nous avons un paquet après 3 ans. Les premières décisions que nous allons prendre dès le moment où nous serons à Itoudi, et nous le savons que nous allons y arriver, nous avons un paquet de lois qui sont pratiquement des décrets que nous allons apporter, entre autres la nationalité, entre autres l'acte de naissance, la gratuité de la carte d'identité, pour permettre aux Camerounais, par exemple, de rentrer dans leurs droits. Le deuxième point très essentiel pour nous, c'est de remettre la dignité du Grand Nord. Il faut qu'on se dise la vérité. Au lendemain du 6 avril 1984, il y a eu toute une bataille, toute une bagatelle de procédures qui ont été mises sur pied pour pouvoir, on va dire, marginaliser le Grand Nord. Pour toutes les personnes qui y sont allées, hier je lisais encore Abdourahmane Baba, que vous connaissez peut-être, il disait dans un post sur Facebook,
pour arriver à Kousseri, il a dû partir à N'Djamena, parce que la nationale qui devrait relier Garoua à Maroua jusqu'à Kousseri, elle n'existe plus. Donc il prend l'avion, il arrive à Kousseri, et de Kousseri, il prend la route pour aller, de N'Djamena, il prend la route pour aller à Kousseri. Il traverse juste le pont qui est entre le Cameroun et le Tchad, pour ceux qui y sont allés. C'est une aberration. C'est une aberration. Hein? Nous avons toujours, par exemple, dans la région du Grand Nord, nous avons par exemple des barrages de retenue qui avaient été construits. Par exemple, sur le barrage, sur le Logon Chari, par exemple, ce barrage qui a été construit en 78, 79, peut-être beaucoup parmi nous n'étaient même pas nés, il est aujourd'hui dépassé. Il faut un autre. Ce barrage, par exemple, de temps en temps, qui a lâché l'année dernière, et peut-être les années d'avant, où on a envoyé quelques sacs de riz et quelques matelas en lieu et place de construire un nouveau barrage. Extrêmement important pour créer des foyers, par exemple, de culture, du sorgho, du mil, du maïs, des arachides, dans cette région de l'extrême nord, qui peut nous donner extrêmement de richesses, créer de richesses et permettre aux populations de se développer. Il y a extrêmement aussi des choses que nous allons faire pour donner la dignité au Grand Nord. L'autre point qui est extrêmement important pour tous les Camerounais, il ne s'agit pas seulement du Grand Nord, c'est la question de la crise, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. On s'est donné 100 jours pour stopper la violence. Nous allons y revenir sur cette question. Et naturellement, donc, je vais vous faire l'économie de ne pas m'étendre aujourd'hui, de ne pas m'attendre maintenant sur cette question puisque nous allons revenir. Et je vais finir par un grand dialogue entre les Camerounais, inclusif. Nous allons y inclure les soi-disant sécessionnistes, qui sont nos frères. Moi, j'ai la famille des deux côtés du Cameroun, donc je sais ce que ça veut dire, cette guerre. Je l'ai payé aussi dans ma chair profonde. Mais vous savez, il faut qu'au-delà de ce dialogue, que nous sortions avec une nouvelle constitution. Nous, au SDF, nous voulons un pays, une constitution fédéraliste, une forme de l'État fédéraliste. Et donc nous espérons qu'au sortir de ce dialogue, des Camerounais, nous aurons un concept fédéraliste que nous allons proposer à la population. Laquelle population va décider, et nous espérons qu'elle décidera pour le fédéralisme, et qui semble s'imposer même au cacique du RDPC aujourd'hui qui en parle, qui ne se cache plus. Et ensuite, nous aurons 4 années pour étendre, pour installer le fédéralisme, afin qu'après 7 ans, on puisse rentrer aux élections et que nous ayons toutes nos structures qui soient installées au Cameroun. Donc ça, juste, c'était pour donner un aperçu de notre programme. Là, le SDF dresse un tableau noir du RDPC, un tableau qui démontre 40 ans de travail, où on ne trouve plus des routes au niveau du Logon et Chari, on ne trouve pas des routes, l'autoroute Douala-Yaoundé qui n'est pas achevée, ou la nouvelle route. Qu'est-ce que vous pensez du tableau dressé par le SDF sur les 43 ans du pouvoir RDPC? Je dirais que c'est un tableau qui est à moitié plein, simplement dit comme ça, parce que il donne des éléments qui semblent ternir l'image du RDPC, mais de mon point de vue en termes de stratégie de communication, ça n'aide pas véritablement l'opposition. L'humilité voudrait aussi qu'ils disent simplement que le RDPC, bien qu'il ait eu 43 ans au pouvoir, ils ont mené des actions qui ont rehaussé un tout petit peu le vécu des Camerounais. Si on prend simplement l'espérance de vie, ça a remonté. L'espérance de vie des Camerounais a remonté. Si on prend l'accession au pouvoir du président de la République jusqu'à aujourd'hui, l'espérance de vie a remonté. Et donc de ce point de vue-là, le président de la République peut se targuer de dire qu'il a travaillé pour le bien-être des Camerounais. Parce que si on prend cet élément simplement là, il a travaillé pendant 43 ans pour augmenter l'espérance de vie des Camerounais. L'espérance de vie, si je prends juste cet élément-là, je peux déjà contrebalancer ce qu'il disait et montrer en quelques points que le président de la République a quelque peu travaillé pour le bien-être de certains Camerounais. Je dis certains Camerounais, pas de tous les Camerounais, certains Camerounais. Et donc à ce moment-là, maintenant, je rentre dans le fond
de ma position ici, sans toutefois du parti au pouvoir et quoi que ce soit. C'est ma position des citoyens. Quand je regarde les partis politiques au Cameroun, de mon point de vue, ils sont un peu détachés de la réalité camerounaise. Ils ne posent aucunement les véritables problèmes du Cameroun. Ils sont, pour ma part, calqués sur une volonté de bien se faire voir au niveau de la communauté internationale, non pas aux côtés des Camerounais. Quand vous posez par exemple le problème du fédéralisme et tout ce qui va avec le développement socio-économique, les routes, ainsi de suite, mais tout ça tourne autour de l'argent. Sauf que si je vous dis aujourd'hui que quand le président de la République prenait le pouvoir, bien qu'il ait dit que les caisses de l'État sont pleines, on peut constater que les caisses de l'État étaient vides. Quand il a pris le pouvoir, on peut constater que les caisses de l'État étaient vides. Je vais d'abord vous dire une chose. Okay? La première des choses, c'est que qui entre 1982 et 2025, où l'espérance de vie a stagné ou régressé, alors qu'il n'était pas en guerre. Le Cameroun n'était pas en guerre. Nous avons donné un pays qui était prospère. Donc, que l'espérance de vie du Cameroun soit passée de 37, 44 ans, et aujourd'hui, je pense qu'on parle pratiquement de 55 ans. Et c'est même d'ailleurs pour ça qu'on taille à peu près aussi l'âge de la retraite sur cette espérance de vie. Ce n'est pas un exploit. C'est quelque chose qui est imposé par la conjoncture mondiale. Ça, c'est une première chose. Deux, nous n'allons pas aux élections pour avoir un président médiocre. Nous allons aux élections pour avoir un président fort, un bon président pour les Camerounais. Si M. Biya a été un président médiocre, comme vous le dites, il faut qu'il aille se reposer. 43 ans, on le lui concède, 43 ans de souffrance. Je ne sais pas si vous, quand vous rentrez aujourd'hui, et je peux imaginer, je viens de Douala, je viens de Bonabéry, et je sais ce que j'ai trouvé à Bonabéry. Là, nous avons à Bonabéry, quand nous y arrivons dans les années 86-87, deux routes qui partaient de l'ancien pont pour Sodiko. Aujourd'hui, nous avons deux routes qui partent de l'ancien pont pour Sodiko. J'étais au Cameroun en mai. Pour sortir dans les années 85-86, nous avions besoin de 15 minutes pour aller de Bonamatoumbe, où je me trouvais, à peu près moins de 10 km. Est-ce que ce n'est pas dû à l'évolution démographique, la flux des... Naturellement, j'y viens naturellement. Le Cameroun, quand nous faisons notre CEP dans les années 89-90, on nous parlait d'une population de 7 à 8 millions, maximum 10 millions d'habitants. Nous sommes aujourd'hui à une population qui est estimée à peu près 30 millions d'habitants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 30 millions, c'est aussi 30 millions de cotiseurs. Ce n'est pas 30 millions de paresseux. C'est 30 millions de personnes qui payent leurs taxes. C'est 30 millions parmi lesquels les Bayam Salam qui vont sur leurs étalons et qui payent chaque fois des taxes communales et ainsi de suite. Donc l'assiette fiscale s'est élargie. Mais j'ai vu aucune route. Bonabéry reste comme il est. Il est resté comme je l'ai trouvé dans les années 85-86. Bonabéry est resté comme ça. Les deux routes sont restées. On badigeonne à gauche, on badigeonne à droite et on nous laisse là. Donc aujourd'hui, nous disons, si nous arrivons au pouvoir, le SIF, il est clair que à Bonabéry, pour ne prendre que Bonabéry, nous allons mettre une route qui va retrouver Bonamoussadi. Une route qu'on nous l'a promise depuis mon enfance, qui n'existe toujours pas. Nous mettrons une route qui va nous ramener pratiquement vers le centre-ville à Bonadjo, qui peut passer pratiquement par des points comme Aplikam, Mabanda. Nous n'avons plus besoin de rentrer tous sur la nouvelle ou l'ancienne route. Ça, c'est ce que nous attendons d'un président de la République. Ça, c'est ce que nous voulons faire. Je n'ai pas besoin d'un président médiocre. Monsieur Biya peut avoir eu à faire des choses, quelque chose. Je ne lui donne pas zéro macabo, comme on dit chez nous. Ça, je serai le dernier à le dire. Et ce n'est pas mon but. Mais je dis aujourd'hui que c'est comme un examen. Quand mon fils va à l'examen, je lui dis, fiston, j'attends de toi que tu me ramènes 17, 18 sur 20. S'il me ramène 7 ou 8 sur 20, je lui dis clairement, tu t'es battu, tu as pu avoir 7 ou 6 points, mais tu as échoué. Et c'est la situation du Cameroun aujourd'hui. Je n'ai pas appelé à un colon. Au dernier congrès du SDF, le 27 octobre, que j'ai organisé avec mes collègues, parce que j'étais dans le comité d'organisation, nous avons pris une résolution extrêmement importante. Le Cameroun, la direction souverainiste du SDF. Le SDF est clair. Et si vous avez écouté le président Joshua Ossi, lorsqu'il était sur le plateau de Mimi Mefo, il a clairement dit
quand on lui a posé la question sur Israël et qu'est-ce qu'il pensait de la relation avec Donald Trump. Il a dit, je vais aux élections pour être le président des Camerounais et non le président des Américains. Je n'ai pas appelé à la France. Je n'ai pas appelé à Donald Trump. Je n'ai pas appelé à Benjamin Netanyahu. Je n'ai pas appelé au président iranien. Je dois appeler aux Camerounais. On lui a posé la question sur le CFA. Il a été très clair qu'il aimerait rester dans une union monétaire. Avec ses voisins, c'est toujours bénéfique. Mais la France n'a rien à voir dans notre union monétaire. La France n'a rien à dire. Ça veut dire pour lui, il aimerait une certaine souveraineté. C'est juste pour répondre à la question, ou bien que vous avez dit, ou bien par exemple au point de vue que vous avez placé tout à l'heure, que nous voulons plaire aux institutions de Bretton Woods ou pas Bretton Woods. Honnêtement, pour vous dire la vérité, nous vivons dans un monde aujourd'hui. Nous ne pouvons pas dire que nous allons ignorer nos voisins, nous allons ignorer le monde. Mais nous sommes d'abord là pour les Camerounais. Et si nous ne plaisons pas aux Camerounais et nous plaisons aux Européens ou aux Américains ou à qui que ce soit, alors nous aurons échoué. Monsieur Toga. Oui, je comprends bien les arguments que mon copanéliste ici développe et j'entends bien. Mais quand il prend la question monétaire, et c'est là où je voulais qu'il chute pour qu'on rentre véritablement dans le débat et concrètement on va exprimer ici la vision politique du SDF de façon concrète. La question du franc CFA que l'honorable Joshua aussi, candidat à la présidentielle du 12 octobre 2025, essaye pour ma part, de non pas s'accaparer ce que le président de la République a déjà fait jusqu'ici, résister, n'est-ce pas, à la pression française, quant à ce que les contrats léonins qui nous lient avec la France sont arrivés aujourd'hui dans sa caducité. Ça veut dire qu'on a tenu jusqu'ici à faire en sorte que la signature du contrat par rapport au franc CFA arrive à échéance. Et donc, s'il lui aujourd'hui dit qu'il veut rester dans une union monétaire et faire en sorte que le Cameroun n'est pas en vase clos, mais il veut faire profiter le Cameroun avec ses PS sans toutefois que la France n'y soit invitée, la France n'y est plus. De façon juridique, la France n'y est plus. De façon juridique, la France n'y est plus. La France y est encore. La France y est. La France siège encore. La France, là, je vous arrête directement. La France siège à la BEAC. D'accord. La France en cause. Votre monnaie, la monnaie, le CFA que nous avons, hein, qui est une monnaie du colon, elle est fabriquée où? J'ai pas terminé. Elle est fabriquée où? J'arrive, à Chamaïa, j'arrive. C'est pour dire que vous êtes dans la PSAF. Même si vous délocalisez, c'est une bataille que le RDPC aura menée et que vous allez peut-être venir dire, ben, ok, juridiquement, le Cameroun n'est plus sous le franc CFA d'un point de vue juridique, mais structurellement, la France y est toujours, la rupture n'est pas... La France y est toujours, la rupture n'est pas... Nous avons encore des comptes d'échange. Il y a toujours les comptes d'échange. Alors, ça veut dire que nous déposons encore nos avoirs. Les avoirs sont juste partis, je pense, de 75% à peu près à une quarantaine de pourcents. Mais c'est le travail. Il fait son travail. Nous voulons faire notre travail. C'est tout ce que nous voulons dire. Exactement, ce que j'ai envie de mettre en lumière ici, c'est que ne balayez pas d'un revers de la main la résistance du président de la République au point de venir jouir de quelque chose que vous allez non pas travailler, mais d'un point de vue juridique. Regardez la résistance qu'il a fait dans la mesure où travailler avec la question du franc CFA, vous savez que c'est difficile. Et vous lui demandez de construire... Monsieur Etoga, je l'ai dit encore tout à l'heure, un enfant qui a eu 6 ou 7 à un examen, il a trouvé quelques exercices, oui ou non? Il a trouvé, ouais. Mais est-ce qu'il a passé l'examen? Si on ne lui a pas tout montré, il n'a pas passé. Est-ce qu'il a passé l'examen? S'il n'a pas été formé. Il n'y a pas de conditions. Quand il va à l'examen, il y a des conditions, il le sait. Maintenant, si vous me parlez des conditions, on appelle souvent ça, comment on dit en français, s'il a des circonstances qui peuvent peut-être atténuantes. Là, on vous pourrait parler des circonstances. Et là, maintenant, ça devient maintenant une appréciation personnelle. Une appréciation qui peut être subjective. Qui peut être une... Je ne suis pas là aujourd'hui pour pouvoir... Je dis encore aujourd'hui que son bilan, un bilan d'échec. Je n'ai pas dit que tout ce qu'il a eu à faire était... Il a tout raté. Tout ce que je dis, c'est un bilan d'échec. Et nous venons aujourd'hui, nous disons, nous sommes comme... Le SDF est clair. Si nous avons eu 43 ans, nous avions eu 43 ans, notre monnaie ne se trouvait plus à Chamaïa. Ça, je peux vous le dire aujourd'hui, le SDF l'aurait fait en 43 ans. Ce que je reproche à ce discours, c'est de vouloir balayer d'un revers de la main le travail qui a été fait par le passé. Parce que le discours, la communication efface la communication construite. En termes de communication, quand vous faites une communication comme celle que vous essayez de proposer ici, ce que le
citoyen perçoit, c'est que le président de la République n'a rien foutu. Non, et quand j'arrive, c'est moi qui vais proposer quelque chose. Or, ce que moi j'ai dit ici par rapport à la question monétaire, c'est que le président de la République est arrivé aujourd'hui à dire que si un nouveau président arrive, il peut se lever et dire je sors du franc CFA, rien ne lui arrive. Il n'a pas d'accord, quoi que ce soit. Mais dans ce cas, il fallait qu'il sorte du franc CFA. Il n'a pas besoin d'attendre encore longtemps pour sortir. Il sort. Le président c'est Touré, c'est sorti de mort. Le président Biya est Joshua aussi prendra le risque de mourir comme ça. Le président Biya est encore président candidat et il a encore la possibilité, s'il est élu, de prendre cette décision. Mais je voudrais en revenir sur le fait des routes. Il n'y a pas assez de routes, mais récemment, un rapport disait que le Cameroun, dans la sous-région, a plus de routes goudronnées que les autres pays. Mais selon moi, M. Toga, est-ce que... Oui, on revient à ce qu'il a dit. Je reviendrai sur M. Alexis. Ici, c'est la question d'argent. C'est la question monétaire, le point culminant. Vous n'avez pas d'argent, comment vous allez construire? Mais je vous dis. Vous n'avez pas d'argent, vous allez construire comment? Et donc, résoudre la question monétaire, c'est pourquoi dans mes différents échanges avec vous, je vous dis toujours, le Cameroun n'a pas ils sont dans l'économie politique, ils ne sont pas dans la politique économique. Parce qu'ils sont dans la gestion du budget, mais ils ne fixent pas par rapport à la question. Là, je rebondis. Là, je rebondis. Je veux vous dites, on trouve l'argent où? Mais l'argent, il est déposé au Cameroun partout. Vous pouvez me dire, il y a un rapport. Il y a un rapport. Nous avons l'Assemblée nationale. OK? Et le camarade, l'honorable Joshua aussi, il a encore, sa voix encore tonné lors de la dernière session de l'Assemblée. Oui, il a pointé quelque chose d'extrêmement important. Extrêmement, un truc que personne n'en discute. Lors, à l'Est, il y a un rapport de notre Assemblée nationale, c'est-à-dire des finances, qui a été présenté par le ministre des Finances, qui disait, je pense c'est 2019-2020, nous avons exporté 4 kilos d'or en Arabie Saoudite, si je ne me trompe pas. D'accord? Et que dans les rapports de l'Arabie Saoudite, le Cameroun aurait mis près de 10 tonnes d'or. Leur ont rendu 10 tonnes d'or. 4 kilos, 10 tonnes. Vous voyez un peu la différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui exploitent notre or et qui le vendent à l'étranger sans que cela entre dans nos caisses. Ça n'a aucune traçabilité dans nos caisses. Là, c'est un premier problème. Donc, où va cet argent? C'est du détournement. Et j'aimerais un peu que nous fassions un peu le calcul. On se retrouve là-bas pratiquement à près de 700 milliards de francs CFA qui sont partis. Vous connaissez combien coûte le kilo de l'or? Je ne parle même pas de maintenant, je parle d'avant. Parce qu'actuellement, l'or est en train de redevenir et en train de damer le pion au dollar. OK? Ça, c'est une première chose. Une deuxième autre chose, quand vous allez à l'hôpital, pour vous soigner. Nous allons tous au Cameroun, nous avons grandi au Cameroun, nous allons à l'hôpital. Vous connaissez une ligne budgétaire qui parle des entrées à l'hôpital, de ce que vous payez dans les hôpitaux, le petit carnet que vous payez là, hein, il va où? Ça se partage là. Ça se partage là. Il n'y a pas une ligne budgétaire. Pourquoi exactement ce que vous dites? Ils sont aujourd'hui, ils font juste un budget pour que l'État suive, pas pour développer le Cameroun. Par contre, le SIF vous dit par exemple la question, je vous prends une question par exemple comme la question foncière. Extrêmement difficile d'avoir un titre foncier au Cameroun et il coûte les yeux de la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela amène? Cela nous amène directement à un problème très simple. Un jeune comme vous et moi ne possède pas la terre. Et si je ne possède pas la terre, est-ce que je peux faire de l'agriculture mécanisée à haut niveau? Non. D'accord, quand je ne possède pas la terre. Pourquoi? Parce que ici où vous vivez, si j'ai de la terre, je peux aller hypothéquer ma terre. Avec cette terre, je peux obtenir des capitaux. Le Cameroun est d'ailleurs l'un des rares pays où nos banques sont en surliquidité. Hein? Contrairement à ici. Et quand j'hypothèque ma terre, j'obtiens des capitaux qui me permettent de travailler cette terre et de produire des richesses. Ça veut dire quoi? Si nous prenons des terres du Cameroun, nous rendons l'accès au foncier facile. Et quand je parle de facile, ça veut dire tout simplement que je suis de Ekundum, je suis de Olangana. Hein? Un enfant de Olangana, on ne me met pas des barrières et des sommes faramineuses pour pouvoir titrer mon terrain. Parce que quand je possède un titre, je peux facilement avec ce titre obtenir un prêt. Disons juste que on rend l'accès au foncier facile. Ça me permet d'obtenir, d'avoir des terres. Et en retour, dès que j'ai une terre et que je l'ai titrée, je paye une taxe foncière. Ce que nous payons aujourd'hui, on parle de 1 à 2%. Donc, disons 10 francs par mètre carré. 10 francs par mètre carré. Si je peux me permettre. Vous voyez, permettez-moi, mettons 1 km². C'est combien de francs? Avec ça, le STF peut vous faire produire plus de 10 000 milliards au Cameroun. 10 000 milliards. Avec 10 000 milliards, je ne construirais pas combien d'hôpitaux. Je ne construirais pas combien de classes. Je ne pourrais pas financer, par exemple, l'agriculture.
je ne pourrais pas financer l'agriculture, je pourrais le faire. Ça, c'est des pans. Okay? Et quand je finance l'agriculture, je crée tout simplement des foyers de production. Le Gabon est en passe de devenir le fournisseur du Cameroun. Qu'est-ce que les Gabonais ont fait pour partir en moins de 5 ans, hein? En moins de 5 ans, pour retourner la balance économique qu'ils avaient avec nous? Ils sont juste allés chez eux, ils ont dit, nous transformons sur place. On booste l'économie, on transforme sur place, et ils sont en passe de devenir très rapidement autosuffisants. Et quand on traverse l'étape d'autosuffisance, qu'est-ce qu'on devient? On devient une économie d'exportation dans le domaine agraire. Alors qu'il y a 10-15 ans, les Gabonais, c'est nous qui les nourrissons. Aujourd'hui, c'est les Gabons qui vont nous nourrir. Et nous avons la Centrafrique. Quand vous me parlez en termes de route tout à l'heure, j'ai entendu, par exemple, dire qu'il y a un rapport qui dit que le Cameroun en Afrique centrale, c'est le pays qui a le plus de kilomètres de route. Ben, j'ai dit oui, c'est normal. À Idjo, quand il partait, on était le pays qui avait le plus de kilomètres de route comparé aux autres. Mais honnêtement, je ne vais pas me comparer aujourd'hui au Tchad et à la Centrafrique. C'est des pays qui sont traversés par des guerres complètement. C'est des pays comme la Centrafrique qui n'y a même pas encore 10 ans où ils ont commencé à avoir un gouvernement un peu stable. Je ne suis pas un citoyen qui veut se faire majorer par le bas. Je suis un citoyen qui veut me faire majorer par le haut. J'ai besoin de me comparer à la Côte d'Ivoire, qui a une même structure, autant de la population que même, je veux dire... La situation de la Côte d'Ivoire, elle est hyper endettée. Non, l'endettement, ça c'est encore un autre point. L'endettement, hein, les États-Unis c'est le pays le plus endetté de la Terre. Je ne veux pas que le Cameroun soit le plus endetté de la Terre, mais je n'aimerais pas qu'on nous utilise des concepts pour nous tourner. Le Cameroun, nous ne voulons pas être très endettés. Ce que nous disons, c'est qu'il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire ait plus d'infrastructures que nous. Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire a plus d'infrastructures que nous? Après avoir traversé une guerre de pratiquement, c'est 96 jusqu'en 2011-2012. 2011. Non, 2011 c'est la fin. Gbagbo a été pris en avril 2011. D'accord? Mais avant ça, nous avons un coup d'État en 96. Comptez, ça fait combien d'années? 15 à 16 années. Ces pays, ils ont traversé cela. Si vous allez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous rentrez au Cameroun, quel est le pays qui ressemble à un pays qui est en guerre? C'est la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun. Le Sénégal, aujourd'hui, il y a un bilan qui dit que le Sénégal est le pays le plus endetté. Mais excusez-moi, il fait mieux vivre où? Si l'endettement est là pour créer de la richesse, alors il n'y a pas de problème. Mais si l'endettement sert à avoir des détournements comme ce que nous voyons au Cameroun, il y a un problème. Pourquoi est-ce que l'article 66 n'a jamais été promulgué et appliqué? Ça résolverait beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs, le SIF encore sur ce côté nous dit par exemple que nous sommes pour qu'on abolisse beaucoup de transactions monétaires en cash. Il faut qu'on passe aux transactions digitales. Le monde aujourd'hui est en train de changer. Et avec les transactions digitales, on arrêterait une bonne catégorie de cette voleurs. Vous connaissez la quantité d'argent qu'on transporte au tribunal. Hein? Tout ce que je vous donne en cash, personne ne le voit. Vous connaissez la quantité d'argent. Vous voyez déjà les policiers, ce qu'ils font en route. Si on n'a plus de transactions en cash, on a des traces en digital. Mais sur ce point-là, avant de revenir chez M. Etoga, je relance un peu. Sur ce point-là, est-ce que ce n'est pas le concept mentalité camerounaise qui entraîne, ou pour vous c'est la gouvernance? En fait, je vais vous poser un truc, hein, encore une autre question. Et ça, c'est encore une incongruité au Cameroun. Excusez-moi un peu. Hein? Vous êtes un père de famille. Ok? Si dans votre famille, il règne une mauvaise culture en famille, qui est responsable? C'est les parents. Ce sont les parents. C'est le père. Aujourd'hui, c'est le père, c'est la maman. Aujourd'hui, c'est le gouvernement camerounais. S'il y a la corruption, mais vous imaginez, nous avons tout un gouvernement en prison. Nous sommes le seul pays qui a tout un gouvernement en prison et le chef de ce gouvernement, le chef, celui qui les nomme, il n'est pas inquiété. Mais vous ne pouvez pas tout le temps nommer des personnes qui sont mauvaises sans être vous-même mauvais. Nous sommes dans un pays où le président n'a pas reçu ses ministres pendant 7 ans. Et je pense que pendant 14 ans. Vous ne pouvez pas nous dire qu'il contrôle. Nous sommes dans un pays où, excusez-moi, on va aller à une campagne électorale avec une photo. Les gens vont y lire une photo, mais qu'est-ce que vous voulez m'expliquer? Le Cameroun se retrouve où il est à cause de ceux qui le dirigent. 44 ans d'échec. Hein? Et je dis toujours, ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais posé un acte qui était bien. Nous lui reconnaissons par exemple Bakassi, il s'y est battu. Bakassi, contrairement à ce que les gens peuvent penser,
que Bakassi a été fait en 98, 2000 jusqu'aux accords de Green Tree. Bakassi, c'est une longue histoire. Et il s'y est battu. Il s'y est battu avec ceux qui étaient. On le lui reconnaît que le Cameroun est resté un. Mais ça n'empêche qu'à l'intérieur, ça a été un échec. Il pouvait faire mieux. Il y avait extrêmement de choses à faire pour rendre ce pays plus prospère. Aujourd'hui, nous nous rendons compte tout simplement qu'à 92-93 ans, il n'a plus la vigueur pour le faire. Nous nous rendons tout simplement compte, après, il a essayé pendant longtemps, il n'y a pas réussi. Il a essayé toutes ces méthodes qu'il pouvait, ça n'a pas réussi. Nous avons Martinez Zogo qui dort là depuis 2 ans à l'hôpital, comment on appelle encore ça, à la mort. Et nous ne savons même pas qui l'a tué. Nous avons autant d'affaires au Cameroun pareil, qui sont comme ça, où nous ne connaissons pas ce qui s'est passé. Nous ne saurons jamais. Nous créons des commissions d'enquête. Nous n'avons jamais de résultats. Nous avons une autoroute, un stade. Nous avons un stade avec un hôtel qui sort de temps en temps. L'hôtel sort souvent de temps en temps. Et il rentre dans le sous-sol à Olembe. Ça dit, le Cameroun, c'est tout simplement aujourd'hui, excusez-moi de le dire, c'est le pays des scandales. Et quand il y a trop de scandales dans un pays, on ne peut pas discuter. Il faut savoir que dans ma famille, si ma famille a un échec, je me présente et je dis, je prends cette responsabilité. Nous avons besoin d'un président qui dit, je prends cette responsabilité. J'accepte un échec. Et quand on accepte son échec, qu'est-ce qu'on fait? On donne la place, on cède la place à une autre personne. On cède la place à une autre personne. Et le STF dit, aujourd'hui, excusez-moi, si nous allons au nord du Cameroun, nous lançons des programmes agricoles au nord du Cameroun. Nous construisons par exemple des nouveaux barrages d'irrigation qui permettent aux populations de créer localement des richesses. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Issa Chiro m'a rappelé dernièrement, il est rentré sur place. Vous avez vu les photos circuler sur le net. Ce n'est pas normal que des gens ont encore des écoles sous l'arbre. C'est pas normal. Quand je vais au sud du Cameroun aujourd'hui, je vois des belles maisons. Aucune société. Aucune société. Est-ce que c'est normal avec toutes les richesses qu'il y a dans le sud? Aucune société de transformation. Quand je reviens dans le centre, qui est un centre de production, par exemple, du manioc, pourquoi est-ce que nous importons le blé? Est-ce qu'il y a des raisons que nous puissions importer le blé pour un pays comme le Cameroun? Est-ce que vous savez que des pays comme la Thaïlande produisent du manioc bien plus que nous? Pourquoi nous ne pouvons pas produire? Est-ce que vous savez que 60% du manioc que nous produisons reste dans les champs, faute de route? Est-ce que vous êtes allé dans le pays profond Bassa pour voir la situation qu'on vit là-bas? Alors si je reviens aujourd'hui et que je mets des routes, je mets un chemin de fer à Ezeka, juste pour sortir, pour transformer et sortir le manioc que je vais remettre en circulation au Cameroun, pour le héros, pour le foufou, pour la farine, mais je crée tout simplement de la richesse localement. Et le SIF dit, la première manne que nous avons pour aider les Camerounais, c'est d'abord de stopper à ce niveau. C'est en près de 3 à 5 ans, nous envoyons des programmes pour développer. Et vous savez, je vais vous dire un truc encore, j'ai beaucoup l'habitude de discuter avec le président aussi. Et le président aussi m'a demandé un jour, il m'a dit, mais est-ce que dans votre culture, il y avait même d'abord le petit déjeuner sur la forme que vous avez avec le pain? Je regarde le président, je dis, il me dit, donc vous déjeuniez comment? Je lui dis, mais on avait des restes de nourriture, on avait ceci qu'on déjeune. Il me dit, mais pourquoi nous ne pouvons pas valoriser quelque chose qui nous ressemble? Et là, je me suis rappelé, par exemple, de mes voyages au Japon. Au Japon, ils ont un déjeuner intercontinental, européen, mais ils ont leur déjeuner. Ils ont leur déjeuner à eux. Et ce déjeuner à eux, ils le consomment. Donc les Camerounais devraient consommer ce qui est pour eux. J'aimerais que, quand j'arrive au centre, qu'on ait du quen et qu'on ne mange plus forcément plus du riz qui est importé extrêmement, les spaghettis. J'aimerais quand j'arrive au nord que j'ai du sorgho, du mil. J'aimerais quand j'arrive à l'ouest que j'ai du coquille. J'aimerais quand je vais par exemple à Douala que j'ai par exemple du ndolé. Et nous avons extrêmement de variétés. Et c'est la tâche d'un gouvernement d'identifier ses poches. C'est la tâche d'un gouvernement et d'un président de la République naturellement de promouvoir cette culture. On les connaît quand il y a, par exemple, la canne, on les voit avec, comment ils appellent le vin, je ne sais pas, tout ce qu'ils ont bu, tout ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on en avait à foutre avec ça?
Le Cameroun a besoin de quelqu'un qui va retrousser les manches. Pas quelqu'un qui va venir sur un cheval blanc comme un messie et un gourou pour dire c'est moi, il faut suivre, il faut faire ceci. Le Cameroun a besoin d'un homme comme vous et moi qui a encore de la vigueur. Pas un homme qui a 70, 80 ans. On n'en a pas besoin. On a besoin d'un homme qui est capable de faire le tour du Cameroun. Le Tchèmani John Fondi, paix à son âme, avait fait le tour, près de 20 fois le tour du Cameroun. Il n'y a aucun homme politique qui l'a fait. Et ça, c'est ce qu'il nous a appris. Il nous a dit la politique, c'est d'écouter. C'est dialoguer. Ça, c'est ce que j'ai retenu de lui, les dernières conversations que j'avais de lui. C'est pour ça que Joshua aussi, l'honorable Joshua aussi, a déjà fait 2 fois le tour du Cameroun. Et quand nous y allions, la première fois, je vous le dis honnêtement, nous avons pensé que la problématique des routes était par exemple ce qui intéressait le plus les Camerounais. Mais nous avons été flashés, bluffés, de nous rendre compte qu'on croisait des Camerounais qui nous disaient ce que nous voulons d'abord c'est exister. Je n'ai pas d'acte de naissance, je n'ai pas de carte d'identité. Quand je n'ai pas les deux, je ne peux pas prendre, même si vous me donnez l'électricité, je ne peux pas prendre un compteur d'électricité. Ça veut dire que s'il veut créer une entreprise, il est déjà handicapé. Il ne peut même pas créer une entreprise. Ils nous ont dit, il y a une femme qui a fait, qui nous a dit, elle a voyagé, elle est venue dans le Mongo. Elle a perdu sa carte d'identité. Et elle vient des régions là, des régions qui sont en guerre. Elle ne pouvait pas rentrer dans le Congo. Parce qu'il faut rentrer là-bas, retrouver son acte de naissance. Prendre cet acte de naissance pour pouvoir commencer les papiers qui vont lui permettre d'avoir la carte d'identité. Hein? Donc je veux dire, déjà, elle avait peut-être l'acte de naissance. Imaginez-vous maintenant que cet acte de naissance se soit volatilisé. Qu'est-ce qu'elle en fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Et cette femme nous dit, je suis prisonnière, j'ai eu un enfant dans le Congo. Cet enfant n'a pas d'acte de naissance. Je ne peux pas me marier, je ne peux pas louer un terrain. Donc je travaille pour des gens. Je n'existe pas. Et elle dit, le comble de la situation, c'est que ceux qui sont censés me faire la carte d'identité, si je me pointe là-bas, ils me mettent les menottes et ils m'emprisonnent. Vous le savez, sans carte d'identité au commissariat, qu'est-ce qu'on fait de vous? On vous jette dans la cellule. C'est d'ailleurs pour ça que le STF dit que l'établissement de la carte d'identité ne doit plus se faire au commissariat. C'est une incongruité. Ici, votre carte d'identité se fait où? À la mairie. Celui qui me donne la nationalité, celui qui me fait l'acte de naissance, devrait être habilité à faire ma carte d'identité. Explorons le programme du STF. Vous verrez que nous avons des solutions simples pour résoudre les problèmes simples et journaliers des Camerounais. Le SDF met en évidence plusieurs difficultés que les Camerounais vivent au jour le jour. Est-ce que pour vous, ces difficultés sont le propre du gouvernement camerounais et notamment de son chef d'État qui, selon le SDF, a fait plus de 14 ans sans faire un conseil des ministres? Non, la question du conseil des ministres c'est subsidiaire, mais que le gouvernement RDPC soit le pendant de tout ce que nous vivons, oui, il faut le dire, il faut être froid là-dessus. Oui, 43 ans, si vous avez une population qui n'a pas la camerounité, c'est un problème, c'est un véritable problème. Et que vous êtes déjà au pouvoir, parlant du ministre Issa Chiroma, et que c'est quand vous sortez du pouvoir que vous partez constater qu'il n'y a pas les écoles dans votre propre village, il y a un problème aussi. Donc on revient encore avec la question de la mentalité du Camerounais. Donc, si vous le mettez un Camerounais aujourd'hui, il va voler demain. Il vole naturellement parce qu'il veut d'abord se mettre bien, mettre à l'abri sa famille, parce que le gouvernement antérieur l'a plongé dans une précarité à nul autre pareil. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité, mais moi, je trouve les circonstances atténuantes parce que j'ai aussi beaucoup lu, par exemple, les conjonctures dans lesquelles le gouvernement est en train de travailler. La question monétaire, et dans mes lectures, je me rends compte que Twina Mpomi, par exemple, que vous connaissez bien, disait que si lui devait recommencer ses études, il ne devait pas apprendre l'économie, il devait apprendre la guerre pour d'abord pousser le Cameroun à sortir de cette monnaie de servitude-là, afin de nous doter d'une monnaie qui permet de booster le développement d'un pays. Et partant de là, si on a déjà cette monnaie-là, ça veut dire qu'on est même autonome dans la capacité de réfléchir, de penser l'économie du pays. Or, ce que le SDF propose ici, c'est qu'ils ont acquis une monnaie. Ils ont acquis une monnaie, mais sauf que pour l'instant, non. La réalité, c'est qu'on a le franc CFA. On a le franc CFA. Par exemple, j'ai lu leur programme politique. Ils disent qu'ils vont doubler le SMIC au Cameroun. Ils vont passer de... C'est aujourd'hui à 33 000. Il nous a 33 000. Et c'est grâce à qui? Et c'est grâce à qui? On va vous donner
On vous donne le deux fois, nous avons lutté pour l'augmentation du SMIC et 2 fois, il a été augmenté. Mais nous ne sommes pas satisfaits. Mais il a été augmenté. Oui, il a été augmenté. Aujourd'hui, il propose que ça passe à 150 000. Donc, ils vont doubler. Donc, encore une fois, ils ont la capacité monétaire de le faire. Mais sauf que s'ils se basent aujourd'hui en l'état de leur programme politique, à axer la collecte des fonds pour arriver à l'établissement, à la réalisation de leur programme politique sur la question de la taxe, ça veut dire que vous allez essayer de taxer les plus riches, les plus pauvres vont peut-être, c'est là où on va parler maintenant de leur véritable idéologie politique, travailler dans l'état de providence. Non, c'est pas ça. C'est pas encore ça. Si je comprends bien. Non, non. Si je comprends bien. Non, non, c'est pas encore ça. Ça, c'est encore une autre. Je reviens encore sur le SMIC. Hein. Aujourd'hui, le premier employeur du Cameroun, c'est l'État. Moi, je viens de l'Allemagne. Et le premier employeur, c'est pas l'État. Vous voyez, on a 2 mentalités différentes. Et ça, c'est les pays fédéralistes. Ça, c'est le fédéralisme. Aujourd'hui, nous ne voulons pas être le premier employeur. Ça veut dire que le SMIC, c'est pas forcément, c'est pas... Les gens s'imaginent toujours que c'est l'État qui va payer. Non, l'État ne paye pas. Ce que je dis, c'est que je vais vous donner des moyens, des possibilités pour vous permettre de produire de la richesse. Aujourd'hui, vous produisez 55 000. Mais moi, je vais vous permettre à produire 150 000 pour vous mettre à l'aise, vous et votre famille. Je vais apporter, pour ceux qui se lancent dans l'agriculture, je t'apporte des mesures d'accompagnement, de telle enseigne que tu puisses avoir même 150, 200 000 de bénéfices après avoir payé tes taxes. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu es à la maison. Ça, c'est la façon à laquelle nous pensons. Donc, pour dire que quand on parle du SMIC, et ici, en Belgique, en France, quand on augmente le salaire minimal interpatronal, il n'y a personne qui va dire à l'État, pourquoi tu le fais, tu vas le payer. Ce que je vais faire, même avec les sociétés privées, je vais trouver des moyens. Les sociétés privées aujourd'hui ne fonctionnent pas dans le cadre optimal qu'ils devraient le faire. Donc elles ne peuvent pas produire des richesses. Un patron qui produit des richesses n'a aucun problème à payer ses employés, à rémunérer ses employés. J'aimerais que l'enseignant qui va enseigner, qu'il ne s'occupe plus de faire un autre business à côté, parce qu'il touche un salaire décent. J'aimerais que le policier qui a pour fonction d'assurer la sécurité, qu'il ne se pose plus la question de savoir s'il a besoin d'un second ou un troisième revenu, parce qu'il a un salaire décent. La corruption n'est pas l'apanage de l'Afrique ou du Camerounais. Les corrupteurs, les corruptions, on les trouve partout. Ce qu'on combat et la façon à laquelle on le combat, c'est pour ça qu'il y a eu des luttes, par exemple, socialistes dans tous les pays. Nous sommes ici dans un bassin, par exemple, du charbon. C'est parce qu'on s'est dit, pour empêcher la corruption, il faut que l'être humain reste dans sa dignité. Vous comprenez le mot remettre sa dignité au grand nom. D'accord? Nous voulons que tous les Camerounais soient dignes. Et quand on est digne, on ne veut pas se tremper jusqu'à un certain niveau. Je ne pense pas que si vous étiez policier aujourd'hui, vous serez très content de vous prendre un sifflet et de vous mettre en route tous les jours. Parce qu'il y a un patron quelque part qui vous demande d'apporter une recette. Vous le faites. Je ne pense pas que si vous étiez aujourd'hui médecin, après avoir fréquenté une école de médecine pendant 8 ans, 10 ans, vous avez tellement du plaisir à venir raqueter les Camerounais. Une mentalité, et on le dit, le poisson pourrit toujours par la tête. Une mentalité est à l'image de ceux qui sont à la tête. Quand on se rend compte qu'un ministre, dès qu'on te nomme ministre au Cameroun, ta vie change. Et je vais par exemple reprendre le président Ahidjo, qui n'avait aucun problème de te surprendre en train de festoyer au village, parce qu'il t'a nommé. Tu avais des comptes à lui rendre. Il ne t'avait pas nommé pour ton village. Il ne t'avait pas nommé par rapport à un équilibre régional, il t'avait nommé pour faire un travail. D'où les conseils de ministres. On ne peut pas m'expliquer que je ne vois pas des personnes que j'ai nommées. Je ne cause pas avec elles. C'est le seul pays au monde. C'est le seul pays au monde où il y a des premiers ministres, où il y a des chefs de gouvernement. C'est le seul pays au monde. Moi, je vais essayer. Le chef de gouvernement. Non, je vais essayer. Et il fait combien de conseils de ministres? Si je peux me permettre. Monsieur Toka, le chef de gouvernement. Déjà, le chef de gouvernement, chaque mois, il rencontre des ministres. Chaque mois. Il rencontre tous les ministres. Tous les ministres, chaque mois. Tous les ministres. Tous les ministres. Et qu'est-ce qu'ils ont? Conseil de cabinet, on l'appelle, je pense. Conseil du cabinet, je n'ai pas la bonne dénomination. Oui, mais qui lui donne les... C'est dans ses attributions. Oui, mais qui lui donne les directives?
déjà, quand il prend en fonction... Il est nommé le même jour que ses ministres. Hein. Pas le même décret que ses ministres. Il y a les ministres d'État chez nous. Les ministres d'État chez nous ne donnent pas... Le ministre d'État, vous connaissez quand même que le ministre d'État rend... Il devrait rendre compte directement. Mais je ne sais pas ce que vous voulez m'expliquer. Vous voulez m'expliquer que votre grand-père de 93 ans peut diriger votre famille, quoi. Moi, je comprends qu'il ne peut pas rencontrer ses ministres, c'est tout à fait normal. Non, en fait, c'est une culture qu'il a déjà mise sur la scène politique camerounaise. Oui. Tous les Camerounais savent que le président de la République, pour entendre le conseil des ministres, il ne faut pas demander. Mais c'est pas normal. Donc, depuis qu'il a accédé au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, c'est à peine si j'ai entendu le conseil des ministres au président de la République, à part en 2018 où il a convoqué pour leur donner la feuille de route pendant les 7 ans qu'ils sont en train de tirer aujourd'hui. Donc, ils ont eu une feuille de route. Donc pour vous, c'est normal. Pour moi, ça ne me dérange pas tant qu'ils travaillent. Mais donc, ce que j'ai envie d'expliquer, c'est quoi? Si on reste sur la notion du conseil des ministres, il doit être actif, il doit faire ça. La responsabilité citoyenne s'évacue. La responsabilité du Camerounais même. Pourquoi je suis Camerounais? Je suis Camerounais pour travailler pour le pays. On t'a nommé, tu es Camerounais, tu travailles pour le pays. Moi, je suis outré de constater aujourd'hui que ce sont les Européens qui sont amoureux de ce pays-là et viennent travailler pour le Cameroun. Non, là, c'est une autre chose. Non, c'est pas une autre chose. Non, c'est pas un autre débat, c'est la même chose. Vous savez pas l'Européen est amoureux du Cameroun? Non, ce que j'ai envie d'expliquer, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas capter cet amour-là et le valoriser, même dans la manière que nous travaillons? Mais je vous reprends. Aujourd'hui, même à Mokolo, quand un Camerounais est en train de vendre, il va d'abord vous penser que vous venez, vous, acheteur, il vous vend une marchandise, ça peut être un vêtement. Il va d'abord réfléchir comment frapper votre vêtement avant je vous reprends. Donc, vous rentrez à la maison, vous êtes flotté. À quel moment le Camerounais se sent responsable? Je peux vous répondre. Oui, je vous écoute. Et très simplement, si vous me le permettez. Vous me dites là, je vous ai donné l'image d'une famille. Les enfants sont à l'image des parents. D'accord? Si nos gouvernants ne bossent pas, les populations ne bossent pas. Si nos gouvernants... Non, excusez-moi. Non, c'est pas trop facile, mais c'est les réalités. Je vais vous dire un truc. Vous êtes dans un pays ici, vous êtes en Belgique, et vous voyez, par exemple, les politiques générales essayer de s'adapter aux situations dans le pays. Hein? Et j'avais dit les situations contractuelles ou bien les situations qui se passent, les mouvements dans le monde. Au Cameroun, on n'a pas l'impression qu'il y a des politiques qui se mettent pour former. Hein? Quand nous étions petits, nous avons l'éducation civique, vous vous rappelez, non? Qui nous apprenait même là, ce que vous demandez, l'éducation civique. Mais maintenant, qui décide de ça? Qui décide de ça? Vous n'allez pas me dire que moi, en tant qu'enfant, à l'âge de 5 ans, je décide du comportement que je vais avoir. Mais vous pouvez être sûr, c'est que moi, à 5 ans, arrivé, voyant mon maître chaque fois me demander quelque chose, hein, parce que lui aussi, quelqu'un lui demande en haut, et que ça remonte jusqu'à son ministre, il est très clair que ça va descendre jusqu'en bas. Ce que je dis est clair. Nos gouvernants ont une responsabilité d'éduquer nos populations. Et en dernier lieu, la population est la dernière personne qu'on condamne. Parce que celui qui était censé l'éduquer, c'est comme un enfant. Vous ne condamnerez pas un enfant dans une maison que, comme votre papa, il fume, il boit, il découche, il n'est jamais là. Vous n'aurez pas dû faire ceci. L'enfant, quand il devient majeur, il peut réfléchir, mais souvent il est déjà complètement gâté. Donc ce que nous proposons aujourd'hui, c'est un nouveau contrat social. Et nous pensons qu'en posant des actes responsables, nous allons éduquer la population exactement comme vous attendez. Nous pensons aujourd'hui que si nous appliquons le programme que nous avons mis sur pied, dans lequel nous apprenons aux populations à travailler pour elles, et c'est ça l'essence du fédéralisme. C'est ça le fédéralisme que vous avez ici en Belgique. Ce fédéralisme permet à chaque personne, à des niveaux vraiment les plus, je veux dire, les niveaux les plus bas, à disposer de lui, à pouvoir décider, comme vous dites, je veux avoir des routes, je veux avoir, et si après 5 ans les routes ne sont pas bonnes, on change M. Etoga, on change M. Kamewe. On n'attend pas un délégué du gouvernement qui viendrait du haut. On n'attend pas une décision du ministre pour nommer l'enseignante de l'école maternelle qu'elle ne connaît pas et dont elle ne connaît même pas, c'est-à-dire que la répercussion sur le terrain. Et à partir du moment où on se rendra compte que M. Etoga gère mieux ce qu'il a à Baganté, parce qu'il a à Baganté, le maire de Baganté, il gère très bien les choses, et que moi je me retrouve à Kousséry, je ne gère pas bien, qu'est-ce que les populations de Kousséry vont faire? Elles ne vont pas regarder ce qui se passe à Etoudi, elles vont me changer. C'est ça le fédéralisme. Le SDF a été perçu comme un parti d'opposition fort, mais affaibli.
ces dernières années, quelles actions concrètes menez-vous pour redynamiser votre base? Merci pour la question. Le SDF, et je pense que l'opposition camerounaise en général, au sorti des années 92 et surtout après les années 97, a connu un certain effritement. Il faut être très honnête. Et cet effritement tient naturellement compte, ou bien puise sa source dans le système qui nous gouverne. Il faut se le dire, les vérités. Vous avez vu l'UPC, même si une partie a rejoint la majorité, il faut le dire honnêtement, le seul parti qui n'a pas eu à goûter comment ça fonctionnait de l'autre côté, c'était le SDF. Et ça a un coût. Ça veut dire que, vous connaissez le Cameroun, la répression, ça veut dire que vous êtes asphyxié à tous les niveaux. Et quand vous êtes asphyxié à tous les niveaux, il y a des découragements, il y a des cadres qui partent, il y en a qui sont partis de l'autre côté et qui aujourd'hui se retrouvent encore opposants d'un autre côté, hein, qui étaient avec nous. Et donc, nous sommes toujours contents quand on va de l'autre côté et qu'on se rend compte que ce n'était pas bien, on revient. Donc nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour construire. Mais, donc au fil des années, nous avons connu des problèmes. Et ensuite, quand vient naturellement la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui était aussi une base qui nous était aussi restée fidèle, comme certaines autres bases au Cameroun, elle nous a touchés, il faut le dire. Quand le Tchèmani John Fondi est kidnappé 2 fois, vous pouvez comprendre l'ampleur de la répercussion au niveau du SDF. Mais nous sommes restés un parti égal à nous, même républicains. L'honorable aussi a eu, par rapport à ses positions, à payer le prix, ce que tout le monde aujourd'hui fait. Tout le monde aujourd'hui le félicite en off pour les positions qu'il avait prises. Et donc aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est tout simplement de proposer le programme qui est basé sur notre obédience progressiste et socialiste. Parce que nous pensons que pour un pays comme le Cameroun, avec une jeunesse, avec une pyramide de l'âge, avec une pyramide des âges qui a, je vais dire, une base extrêmement large, qui veut dire beaucoup de jeunes, il faut proposer des programmes qui leur donnent des opportunités. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous allons vers les Camerounais, nous parlons avec les Camerounais tous les jours. Nous savons que nous ne sommes pas encore optimales. Nous avons des améliorations à faire, par exemple sur le côté digital, pour être encore un peu plus présent. Mais surtout, nous avons un rôle d'éducation. Nous pensons que pour construire une nation, il est extrêmement important de ne pas se lancer dans le populisme, mais d'expliquer aux populations ce qu'on peut faire avec des moyens les plus élémentaires. D'où par exemple le concept du fédéralisme. Nous avons un fédéralisme par exemple d'exécution, où nous ne voulons pas aujourd'hui, avec les complexités qu'il y a au Cameroun, commencer à fermer, mettre certaines barrières régionales, linguistiques ou quoi que ce soit. Où nous disons qu'il faut, si on a 360 communes au Cameroun, on peut se dire qu'on a 360, disons-le comme ça, peut-être États. Hein? Et les États, ou bien les communes qui veulent se mettre ensemble pour des raisons qui peuvent se mettre ensemble pour former un autre État, par exemple. Et donc, cette explication, cette culture que nous voulons faire au Cameroun, et cette façon que nous voulons vivre nous-mêmes, nous espérons qu'au fil des années, cela va porter ses fruits avec l'adhésion, les adhésions au SDF. Nous avons un président qui est jeune, qui n'est pas que bilingue. Je pense qu'il est le seul dans le champ, dans nos politiques aujourd'hui, chez les leaders, qui s'exprime parfaitement dans les 2 langues et il le promeut naturellement au sein du parti. Il y a des jeunes comme moi qui sont arrivés et qui l'a aussi poussé au devant de la scène. Nous avons eu le Tchèmani John Fondi qui avait nommé une femme jeune, Maître Adeline Djonga, au poste du secrétariat général. Donc vous voyez, nous essayons vraiment de captiver. On a d'abord le professeur Louis-Marie Capde, que beaucoup de personnes connaissent, un économiste et un communicant très très brillant, connu pour sa perspicacité. Donc nous essayons naturellement de donner le meilleur de nous pour chaque fois intéresser la jeunesse, en présentant des visages jeunes. La jeunesse n'est pas pour nous seulement un slogan, c'est quelque chose que nous vivons et nous nous disons que avec cette jeunesse, nous pouvons mieux faire passer le message sans pour autant vraiment entrer dans du populisme qui au demeurant ne va pas nous aider à construire la nation qui est la nôtre. Il n'y a pas un projet
d'alliance avec d'autres partis? L'alliance avec les partis, j'aime beaucoup le mot alliance, parce qu'au Cameroun, il parle de coalition. Or, nous avons l'habitude de dire la coalition, ça se fait après des élections. Vous avez des élections ici, à la fin des élections, c'est là où on fait une coalition. Mais une alliance, on peut le faire en amont. Nous avons eu par exemple des alliances en France avec les NUP et ainsi de suite. Et donc le STF le dit sans embâche, nous sommes prêts à faire des alliances. Nous sommes ouverts à faire des alliances. Ce que nous avons commencé nous-mêmes à faire, nous avons construit le Front de gauche, dans lequel on a les Dieu Kamchameni, dans lequel on a les Meda Sostenipot, qui sont par exemple des personnes qui sont de gauche et une gauche progressive. Nous avons construit aussi le Calamo, nous sommes les seuls qui avions un contrat avec les confédérations syndicales. Je pense que c'est une 10, je crois 12 ou 13 confédérations syndicales sont déjà membres du Calamo. Ce qui en soi aussi est pour des socialistes quelque chose d'extrêmement important. Donc vous voyez, nous restons pas calqués mais focusés sur nos convictions personnelles. Et ayant conçu ce front de gauche que nous avons autour de nous, avec d'autres partis politiques qui nous ont rejoints, nous sommes ouverts à travailler avec d'autres partis politiques. Nous avons des relations extrêmement bonnes avec certains partis politiques. Vous avez vu les rencontres avec le président Cabral Lévy, nous avons le président Bello Bouba, pour n'en citer que ces deux présidents, avec qui nous sommes ouverts à faire des coalitions, ou bien à faire des alliances. Maintenant, il faut instruire les Camerounais, c'est extrêmement important. Nous allons à une élection qui est une élection extrêmement difficile. Nous avons vu lors du contentieux électoral plusieurs problèmes qui se sont passés. Je ne vais pas prendre tous les problèmes, mais je vais prendre deux aspects extrêmement importants. Il y avait la question qui avait été soulevée par le SDF et le MRC pendant ces élections de la surveillance, la représentativité dans les bureaux de vote. Et tout le monde connaît la question de 32 PV. D'accord. Malheureusement, au Cameroun, nous sommes en face d'une administration qui est tout sauf être impartiale. Alors, qu'est-ce que notre devoir à nous, partis politiques, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons avoir nos représentants dans les bureaux de vote. Nous devons avoir nos représentants dans les commissions électorales. Et quand vous n'avez pas de représentants, vous pouvez être sûr que le RDPC vous donnera des PV qui peut-être qui ne reflètent pas ce qui est sorti des urnes. Parce que naturellement, il est le seul à compter et on compte sur sa bonne, comment on va dire, sa bonne foi. Hein? Quand nous savons que le conseil électoral, les LECAM, ils sont nommés par, ce sont les anciens membres du RDPC. Nous savons que les CAM, c'est des membres du RDPC qui n'ont même pas démissionné. Le Conseil constitutionnel, c'est des membres du RDPC qui siègent encore à l'intérieur. Donc je pense qu'il est extrêmement important d'expliquer pourquoi il nous faut avoir des représentants dans les bureaux de vote. C'est pour ça que la SDF dit, aujourd'hui, nous voulons recruter 90 000. Pourquoi 90 000? Parce qu'aujourd'hui, on parle de 30 000 bureaux de vote. Nous aimerons avoir 3 personnes dans les bureaux de vote. 3 personnes. Vous pouvez nommer. Vous avez la capacité? Nous sommes en train de recruter. Nous avons déjà pratiquement 40 000. Mais pourquoi 3? Parce que nous savons que nous avons en face de nous un système qui est extrêmement malin, hein, et je ne veux pas dire maléfique. Et ce système donc peut corrompre toutes les personnes que nous mettons là. Et vous avez selon la loi électorale, jusqu'au matin pour désigner ou bien pour changer votre représentant dans le bureau de vote. Ça veut dire qu'ils ne savent pas qui nous allons envoyer dans le bureau de vote. Ils se concentrent sur M. Kamewe. J'envoie M. Etoga le matin. Je leur fais un petit passement de jambes. Et donc, le soir, j'aurai au minimum les résultats dans ce bureau de vote. Ce qui est extrêmement important. Maintenant, si je discute avec un parti, je fais une coalition avec un parti qui me dit, j'ai 5 représentants. Et il est à Douala. Moi, j'ai 20 représentants, nous sommes à Douala. Honnêtement, la coalition là ne me permet pas de gagner les élections. On est d'accord. Parce que je n'aurai que des représentants dans Douala. Et au total, nous n'aurons que 25. Nous pourrons créer comme nous pouvons créer. On aura la situation de 32 PV, une fois de plus. Pas parce que nous sommes contents, mais parce que nous connaissons le caractère de l'adversaire qui est en face. Je ne l'appelle pas un ennemi, mais c'est mon adversaire. Alors, le SDF donc dit, si nous allons aller dans une coalition, faisons notre travail à la base. Mon travail, c'est de restructurer mon parti à la base. C'est ce que nous avons entrepris
à partir de 2020-2021, hein, qui devait s'achever, qui s'est achevé avec le Congrès. Malheureusement, c'était une œuvre gigantesque que le chairman John Fondi voulait faire. Il n'a pas fini, mais nous l'avons achevé directement quelques mois après son départ. Quand vous avez cela, vos représentants, vous venez par exemple vous asseoir ensemble, vous discutez sur un programme. Il ne s'agit pas pour nous de sortir M. Biya d'Etoudi et de mettre M. Paul à Etoudi dans le système qui est là. On n'aura pas changé grand-chose, puisque le système va continuer à vivre comme par le passé. Il s'agit pour nous de proposer un nouveau contrat social au Cameroun. Il s'agit pour nous d'amener la deuxième république. Il y a une première république à Idjo et M. Biya. Il y a une deuxième république qui doit venir en 2025. Et tout le Cameroun l'appelle de tous ses voeux, même dans le RDPC. Alors, il nous faut un programme ensemble. Il nous faut discuter de la question des hommes qui vont transporter ce programme. Et le SDF n'aura aucun problème de dire M. Etoga semble être la personne la plus apte à porter ce programme. Qui même le RDPC. Je pense que le RDPC définitivement est exclu de cette consultation. Non, le SDF exclut le SDF exclut le RDPC et nous le disons de façon claire en tant que structure, le RDPC. Les individus du RDPC, nous sommes ouverts. Mais je pense que le RDPC en tant qu'organisation politique a échoué avec son président. Donc nous ne pensons pas que celui qui cause les problèmes serait la solution à ces problèmes. Donc pour nous, c'est exclu. Maintenant, les autres partis d'opposition, il s'agit d'une alliance de l'opposition pour lutter l'adversaire qui est commun à tout le monde, pour lutter contre l'adversaire qui est commun à nous tous. Et donc, pour le combattre, et c'est un combat que nous voulons démocratique, nous ne sommes pas dans un combat qui doit aller au-delà du champ démocratique. Quand nous avons un programme et que nous parlons des personnes qui peuvent le porter, si ce programme nous sied à nous et nous jugeons que c'est M. Etoga qui peut le porter, il n'y a pas de problème. À partir du moment où on n'a pas tout ça, discuter qui de M. Etoga ou de moi allons être devant quand nous ne savons pas ce que nous allons faire, c'est un peu... ça n'a pas de sens. Et c'est ça qui est important d'enseigner aux Camerounais, d'éduquer les Camerounais, ce qu'ils parlent depuis, que nous ne pourrons pas faire une alliance sans un programme. Nous ne pourrons pas faire une alliance quand nous ne savons pas ce que... Hein? Vous faites une alliance pour conduire un bateau et à la fin, vous ne savez même pas, on vous dit c'est le bateau, vous faites l'alliance et à la fin vous avez un permis pour conduire une voiture, on vous présente un avion, mais ça fait un crash. Donc je pense que c'est ça que nous sommes en train de bâtir. Nous sommes ouverts à tout le monde et nous sommes aussi ouverts à discuter avec tout le monde. Nous ne fermons pas la porte à quelqu'un. Et tous ceux qui cogneront à notre porte, nous les recevrons. Nous irons cogner aussi aux portes des autres pour en discuter avec elles. Et toutes les personnes qui nous ouvriront ces portes, leurs portes, nous entrerons très volontiers. Monsieur Etoga, le SDF va recruter 90 000 scruteurs dans les bureaux électoraux. Et ils en ont déjà 40 000. Le RDPC est présent dans 327 communes. Est-ce que le 360 communes, autant pour moi. Est-ce que le RDPC fera le poids par rapport à un SDF qui revient régaillardi de sa litanie? Moi, je dis félicitations au SDF parce qu'ils ont commencé à faire le travail qui devrait être fait pour tout parti politique qui aspire à briguer, n'est-ce pas, un mandat présidentiel au Cameroun. Vous ne pouvez pas faire une vue de l'esprit. Moi, je ne pense pas que c'est tout le discours au niveau des scrutateurs qui tripatouillent, qui font ceci, qui font cela. Moi, je considère que c'est une vue de l'esprit. Vous n'avez pas fait votre travail. Vous donnez champ libre, n'est-ce pas, au RDPC de faire ce qu'il a envie de faire de ses résultats. Je dis bien de ses résultats. Vous donnez champ libre. Donc, ne venez pas vous plaindre parce que vous ne voulez pas... Je ne considère pas que vous avez un adversaire, vous devez mener un combat. Et le jour du combat, vous ne vous présentez pas et vous demandez à l'arbitre de lever votre nom. C'est en sérieux. Et donc, il faudrait que le SDF, ils ont commencé à faire ce travail-là. C'est que moi, je trouve remarquable parce que c'est une question qui est souvent portée aussi par un de vos collègues, un de vos collègues à l'Assemblée nationale, je parle du Honorable Kabali, qui aussi parle de surveiller son vote.
Et donc, c'est un peu dans la même logique. C'est-à-dire quoi, ils peuvent aussi faire une coalition des scrutateurs pour couvrir l'ensemble des 360 communes et mettre à mal, naturellement, à ce moment-là, le RDPC qui, pas a priori, je dis bien a priori, flottateur des électeurs au niveau du Cameroun. Mais dans les faits, ils sont 360 communes, les partis politiques sont présents dans les bureaux de vote dans les capitales, on va dire dans les capitales, les 10 régions, ils sont dans les capitales, ok. Maroua, Garoua, Douala, Yaoundé et j'en passe. Mais dans les bas-fonds, où il y a peut-être 1500 électeurs ici, 200 là-bas, 300 là-bas, 400 ici, il n'y a personne. Et moi, une histoire que j'ai vécue de mon papa, c'est que dans les bureaux de vote dans les villages, ceux qui sont même là pour distribuer les bulletins, ils vous conseillent qui voter. Si vous n'avez pas un représentant là-bas pour lui dire qu'on parle d'impartialité, ils floutent déjà, n'est-ce pas, les électeurs. Ils disent que là, vote ceci, vote ceci. Parfois même, ils bloquent le bulletin de tous les autres. Ils vous disent, mettez ça dans l'enveloppe. Mais si vous n'êtes pas là, qui va venir vous dire que là-bas, dans ce bureau de vote-là, il y a ici telle irrégularité qui peut annuler les élections? Rien. Et donc, le RDPC part, et c'est la nature humaine. Je disais ici que le citoyen camerounais, tu le votes aujourd'hui, il vole demain. Naturellement, aussi dans les rangs du RDPC, il y a ceux qui considèrent qu'ils ne peuvent gagner par le vol. Ils n'ont pas confiance en leur président de la République qui, lui, peut-être de sa posture, il considère que lui veut un combat qui est loyal. Lui, peut-être, il voit la chose ainsi. Mais sauf que ces lieutenants considèrent qu'au regard des frasques qu'ils ont causées dans la société, ils ne peuvent plus faire face, n'est-ce pas, à ce combat politique-là qu'ils voudraient loyal. Et par conséquent, ils rentrent dans la filouterie politique. Et c'est à l'opposition d'avoir compris, comme le SDF, de mobiliser, n'est-ce pas, une armada de scrutateurs qui vont aller là-bas, non pas pour regarder, mais pour regarder et agir. En cas de, ils agissent. Parce que si vous allez là-bas et que il parle de la pâte du gain, vous arrivez là-bas, vous avez faim. Le RDPC vous dit, il y a un pain sardine ici. Il se met à manger ce pain sardine là et il oublie sa mission qui voudrait qu'au sortir, n'est-ce pas, au soir des élections, il rende compte au SDF que voici tel nombre de votants, voici le résultat que vous avez obtenu, voici le résultat du RDPC, voici. Mais il doit être encore une fois de plus éduqué et je pense qu'ils font bien ce travail-là, d'avoir commencé déjà plus tôt, de recruter, de les former, de les sensibiliser à la question de la responsabilité citoyenne parce que c'est un acte responsable, hein. C'est un don de soi-même. La notion du bénévolat au Cameroun n'est pas développée. Ça devrait être du bénévolat. Or, le Camerounais, tu lui proposes ça, il va te considérer que c'est un travail, il faudra payer. Mais vous savez pourquoi? Je reviens toujours sur la centralisation des pouvoirs. Au Cameroun aujourd'hui, pour nous, et vous voyez la différence entre le SDF et tous les autres partis politiques, nous sommes le seul parti politique qui disons, nous allons prendre la fonction suprême, nous allons la rendre en une fonction normale, avec le fédéralisme, pour que plus jamais on ne se retrouve plus avec les pouvoirs concentrés dans les mains d'un homme. Si le maire d'une ville ne dépendait pas de Yaoundé, il ne tripatouillerait plus les élections pour M. Biya. Sur cette question, je suis un peu dubitatif, dans la mesure où, c'est encore, je reviens sur la notion de responsabilité. Si moi je suis maire aujourd'hui, Yaoundé n'a rien à me dire. Rien à me dire. Mais je vais vous dire. Je suis maire, je suis responsable de ma circonscription. Non, mais vous n'êtes pas responsable. C'est vrai que je suis porté par rapport à un parti politique, mais je suis comptable de. Si on n'est pas comptable je vais vous donner dans des ce exemples. de Et c'est pour ça que je dis l'éducation. L'éducation est extrêmement importante. Quand je suis maire d'une mairie, d'accord, élu par le peuple, je suis d'abord installé par qui? Par le sous-préfet. Ici, dans vos pays où vous êtes installé par qui? Je pense que tu prêtes allégeance. Il y a une commission qui n'a rien à voir avec l'organe administratif devant qui tu prêtes serment. Hein? Au Cameroun, c'est des personnes qui sont nommées par Etoudi. Le ministère des Affaires intérieures ici. C'est des personnes, il faut le dire clairement, c'est un sous-préfet, c'est un préfet qui est nommé, qui doit sa place à une nomination.
C'est un préfet, c'est un sous-préfet qui doit sa place à une nomination, au bic de quelqu'un, qui décide. Et donc permettez-moi un peu de dire que dans le Cameroun que nous portons, le maire de la localité de Koundoum s'en fout qui est, je vais dire, le président régional en tant que tel. Le trésorier payeur, il est nommé par Yaoundé. Vous savez, nous avons combattu longtemps pour qu'on enlève une aberration qui était le délégué du gouvernement. Parce que le délégué du gouvernement, vous venez à Douala, vous aviez des taxes, vous avez tout ce qui est là, mais votre budget est plus déposé chez c'est le délégué qui a plus de budget que les mairies. Il n'est même pas un élu. Il n'a aucune légitimité. Ça, c'est un premier point. Il faudrait qu'on le comprenne. Et quand un ministre, lui, Paul Motazé, j'ai rien contre le ministre des Finances, il n'a aucune légitimité pour parler du Cameroun. Il a été élu où? Il a quel mandat où? Non, mais attendez, quand les ministres, vous êtes dans un pays où les ministres sont des élus. Des ministres sont des élus dans vos pays. Non, pas forcément. Le ministre ici, il est d'un parti politique. Le parti politique a gagné les élections. Mais ce sont des élus. Et il est nommé, et ce sont des il est choisi. élus. Non, il est choisi. Ils sont partis dans un parti. Généralement, ce sont des élus du parti. Ce sont des élus de ce parti que le parti propose. Nous avons en Allemagne, je vais vous prendre en Allemagne. Ce sont les têtes pensantes du parti. Mais ils sont élus. Le parti propose. Mais ils sont élus. Parce que l'ensemble du parti a gagné les élections. Exactement. Et Motazé fait partie il n'est pas élu. Non, il fait partie du RDPC qui a gagné les élections. S'il avait été élu, croyez-moi, comme beaucoup les gouverneurs, les sous-préfets, s'ils sont élus, ils auront des comptes à rendre à la population, comme ce que vous avez dit. Mais ils n'ont aucun compte. Le seul compte qu'ils ont à rendre, c'est à Etoudi. Etoudi qui ne nous parle pas, qui ne s'adresse pas à nous. Donc, ce que je voulais dire, et je veux pas, ce que j'apporte comme concept, c'est pour vous dire, dans le concept du fédéralisme, où nous vous donnons vos responsabilités. Il ne s'agit pas seulement de vous donner de l'argent. Vous savez, tout, c'est une question d'argent. Même ici, c'est le budget qu'on discute. Donc, si aujourd'hui, on applique le fédéralisme que nous avons, qui dit que, bon, dans cette école maternelle, toi, le maire, tu t'en occupes. Et c'est toi qui connais qui tu envoies, pour quelle raison, et ainsi de suite. Si au sorti de... après 5 ans, vous n'êtes pas content, qui est-ce que vous allez... Vous n'allez pas porter plainte au président, vous n'allez pas porter plainte au ministre. Vous n'allez pas vous plaindre du ministre, vous êtes d'accord avec moi? Vous allez vous plaindre d'abord du maire. Or, ici, l'école, l'hôpital, les stades, les routes, l'eau, l'électricité, ça dépend de qui? Des communes. De Yaoundé, au Cameroun. Ici, ça dépend des communes. Chez nous, c'est Yaoundé. C'est Yaoundé qui décide pratiquement si vous avez 10 poteaux à Bonabé ou pas. C'est Yaoundé qui décide. Il y a une société qui est dédiée à l'eau, qui est dédiée à l'électricité. Non, en fait, mais qui nomme CDG? Sans vouloir te contredire, sans vouloir te... Qui nomme CDG? Sans vouloir te contredire. Non, mais je nomme quelqu'un. La personne ne travaille pas bien. Et on me dit maintenant que je ne suis pas responsable. Mais je vous laisse dans ce poste. Vous pouvez continuer à faire tout ce que vous voulez. Mais vous dites, je ne suis pas responsable parce que bon, vous êtes responsable. Restons sur la question de la responsabilité des gens qui ne sont pas nommés. Vous qui constatez qu'ils ne travaillent pas bien. Ok. C'est vous qui le constatez. Je l'accorde. Ok. Donc, si la personne qui l'a nommé... Et je sais que le vous là, c'est la majorité des Camerounais. Mais la majorité, c'est là où je reviens avec la notion de souveraineté. Puisque c'est ça que vous soulevez en convoquant qui n'a pas été voté ou pas voté. L'électeur perd sa souveraineté dès qu'il a voté. Il la perd. Il subit. Oui. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de se révolter. Oui. Le droit de porter, remettre en question. Il a ce droit-là. Mais sauf que pendant les élections, dès qu'il a voté, il la perd.
Parce qu'ils partaient voter en âme et conscience que voilà la personne que je vais voter, comme ça arrive le 12 octobre là, voici ce qui connaît le mode de fonctionnement, il connaît comment ça se passe. Quand il part là-bas, c'est en âme et conscience. C'est pour ça que le 12 c'est un référendum. Il a perdu la souveraineté que tous les partis d'opposition au Cameroun balancent dans la scène, dans l'opinion publique pour dire que le peuple est souverain, Non, le peuple est souverain, oui, mais il la perd dès qu'il est allé voter. Dès que je l'ai dit, parlant des responsables qui sont dans les têtes de, soit les sous-préfets qui ne sont pas élus. Moi, je remets en question la notion de la probité morale de chaque Camerounais. Chaque Camerounais ne devrait pas avoir une suspicion sur un Camerounais s'il travaille ou s'il ne travaille pas. Moi, quand je suis en train de faire un travail, je le fais parce que j'ai envie de travailler pour le développement de ce que je fais. Je veux le sentir bien. Or, aujourd'hui, le Camerounais se considère que si je ne suis pas nommé, si je ne suis pas voté, si je ne suis pas élu, si je ne suis pas... Parce que je n'ai pas un gendarme derrière moi, je ne vais pas bien faire mon travail. Je vais faire ce que je veux faire. Le fédéralisme résout tout ça. Même la décentralisation que le président de la République propose... Vous connaissez la différence? Elle est minime. Non, elle est énorme. Je vais vous dire pourquoi. La décentralisation dépend encore de la volonté d'un homme. Ça veut dire que, et c'est pour ça que depuis 1996, elle n'a pas beaucoup avancé. Alors que le fédéralisme est inscrit par la Constitution, dans la Constitution. C'est pour ça que je vous dis que nous aurons une consultation constitutionnelle. 3 ans, prenez date, le 12 octobre 2025, c'est l'élection du SDF. Et avant le 12 octobre 2028, nous aurons une consultation constitutionnelle. Parce que nous voulons inscrire dans notre Constitution le fédéralisme. Pour qu'un homme ne puisse plus décider de la vitesse de la décentralisation. Justement, le SDF veut inscrire dans la Constitution le fédéralisme. Sauf qu'il y a d'autres partis politiques au Cameroun. Et c'est une réflexion que j'avais hier quand il m'a partagé un peu notre échange qu'on aura aujourd'hui. Supposons que, ok, le SDF prend le pouvoir, il met le Cameroun sous sa sphère fédérale, avec la fédération locale. J'ai essayé un peu de lire, il y a la défense qui est au niveau du fédéral et les locaux, c'est tout ce qui est éducation et conso. Ok, mais maintenant, les 7 ans passent, je pense que même 7 ans, c'est un peu difficile de mettre toutes les institutions que vous proposez dans votre programme-là, de mettre toutes ces institutions-là en place pour que le Cameroun roule sur des bons rails. Supposons que vous ne gagnez pas les élections après les 7 ans. Un autre parti, le RDPC, revient là. RDPC, MRC, qui ne sait. Le MRC, bon, on ne va pas dire qu'ils ne savent même pas le programme politique qu'ils veulent mettre sur le fédéralisme ou quoi que ce soit. Eux, c'est un peu comme ça, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Et ils disent que c'est le peuple qui va décider. On prend le FNC qui veut continuer avec, par exemple, la décentralisation. Ok, vous avez mis le fédéralisme. Mais quand eux viennent, ils disent aussi que ce fédéralisme-là, ça ne nous aide pas. On a envie de continuer sur la décentralisation et patatras, on change encore. Qu'est-ce qui nous garantit qu'on aura une stabilité des institutions à ce moment-là au Cameroun? Bien, je vais vous répondre très simplement. La première chose que j'ai dite, c'est que nous aurons une consultation nationale. Donc, il ne s'agit pas pour le SDF de venir et de dire ça, c'est ce qu'on fait, vous n'avez plus rien à dire, on continue. Il s'agit naturellement, quand on fait une consultation, on cause avec tout le monde. Et on s'entend sur un concept que nous allons proposer à la population. Moi, je respecte les Camerounais. Je crois aux Camerounais. Et s'ils décident de quelque chose, je l'applique. Si au sortir de cette consultation, nous sommes battus, nous allons abdiquer. C'est aussi ça la démocratie. On peut aller à une consultation, le Brexit, ils y sont allés, ceux qui... il y en avait qui n'en voulaient pas, la population en a décidé autrement. Il a dit, j'ai compris, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a appliqué le Brexit. Moi, je pense que les Camerounais, il faut les respecter. Si quand le SDF au pouvoir, ils veulent le fédéralisme, nous allons appliquer le fédéralisme. Nous croyons au fédéralisme. Nous sommes convaincus que c'est la solution pour le Cameroun. Maintenant, après 14 ans, 20 ans, 40 ans, un autre système s'installe au Cameroun qui trouve qu'ils veulent une autre forme du Cameroun. C'est aux Camerounais de le décider. Les Camerounais ont été d'abord... Le Cameroun a déjà été une république fédérale. Elle est partie d'une république fédérale à une république unie, centralisée. Il n'y a pas eu guerre civile. Et ils ont vécu. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on... Non, on parle de la logique qui voudrait que j'ai mon parti politique.
j'ai l'idéologie que j'aimerais transmettre aux Camerounais, mais je fais table rase de cette logique-là et je ne vais pas demander à des citoyens camerounais qu'est-ce que vous voulez. Donc, ce que je veux dire, c'est que la stabilité, je fais confiance aux Camerounais. Je suis de ceux qui pensent que si, avec le fédéralisme que nous pensons et que nous portons, les gens vont mieux à l'école, les gens se soignent mieux, les gens se nourrissent mieux, les gens se sentent à l'aise, nous aurons réussi. Si nous avons échoué, nous payons le prix. Il faut que nous soyons responsables. Si nous échouons et que les Camerounais disent ça ne marche pas, on ne voulait pas de ça, et qu'ils décident autrement, mais respectons le choix. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de respecter le choix des Camerounais. Oui, je parle de la logique qui voudrait que j'ai mon parti politique, j'ai l'idéologie que j'aimerais transmettre aux Camerounais, mais je fais table rase de cette logique-là et je ne vais pas demander à des citoyens camerounais qu'est-ce que vous voulez. Le SDF n'y est pas. Et le SDF, aujourd'hui, je suis ici pour commenter ce que le SDF veut. Oui. Ce que les autres partis veulent, ça ne m'intéresse pas. Surtout ceux qui ne sont pas au pouvoir. Pour que tu comprennes bien ce que je vous ai compris. Je vous ai compris. Mais les partis qui ne sont pas au pouvoir, ils ne sont pas au pouvoir. Ils n'ont pas gagné les élections. Donc ils s'en tiennent à ce que le SDF Aujourd'hui, le RDPC est au pouvoir. Et le RDPC, c'est notre adversaire. Et le RDPC veut un système décentralisé. Nous sommes pour un système fédéral. Et nous disons qu'une fois arrivé à Etoudi, au soir du 12 octobre, après avoir gagné les élections, nous allons lancer une consultation constitutionnelle. Nous allons expliquer aux Camerounais. Nous allons aussi écouter, parce que le chairman John Fondi nous a toujours prescrit d'écouter. Je peux croire en quelque chose, vous pouvez apporter une modification. Vous pouvez même perfectionner ce que je veux. Nous avons beaucoup d'humilité au SDF. Et donc nous vous écoutons et au final, nous allons présenter cela au peuple souverain. C'est ce peuple qui va décider oui ou non. Ça veut dire par exemple dans des pays qui sont des pays où on se respecte. Non, restons au Cameroun. Moi je te relance. Supposons qu'après la consultation, on perd. Vous perdez. Est-ce que vous démissionnez? C'est là où je voulais en venir. Est-ce que vous laissez le pouvoir? C'est là où je voulais en venir. C'est là où j'ai dit, dans des pays qui se respectent, quand ça ne marche pas, on se remet en cause. Et la remise en cause considère naturellement aussi peut-être aussi même de démissionner. Donc en fait aujourd'hui, je suis d'accord avec vous qu'il y a cette porte qui s'ouvre. Moi je suis un responsable de parti politique. Moi j'aspire à gérer le Cameroun, à diriger ce pays. Moi j'aspire à donner du bonheur aux Camerounais. Moi je rêve d'un Cameroun demain qui sera un modèle pour l'Afrique. Je rêve d'un Cameroun qui sera une locomotive pour l'Afrique. Moi, je rêve d'un Cameroun rayonnant. Comme Martin Luther King disait, I have a dream. Et aujourd'hui, plein de cette conviction, je suis convaincu que la voie, c'est le fédéralisme. Maintenant, je ne vais pas discuter des si et si et si. Avant qu'on en arrive aussi, j'aimerais gagner la présidentielle de 2025, comme j'ai gagné la présidentielle de 92. J'aimerais, après avoir gagné cette présidentielle, cette fois-ci prendre le pouvoir. Parce que nous avons fait, nous avons gagné la présidentielle, nous n'avons pas pu prendre le pouvoir. J'aimerais cette fois prendre le pouvoir. Et j'aimerais maintenant accompagner les Camerounais sur la voie du fédéralisme. Qu'est-ce qu'il en viendra? Si ça ne marche pas, ainsi de suite, honnêtement, ce n'est pas ma préoccupation. Mais comme je l'ai dit, je suis une personne extrêmement responsable. Si les Camerounais me disent, on ne veut pas ce que tu veux appliquer, on n'en a pas besoin, on veut autre chose, je vais tirer toutes les conséquences. Non, on reste dans la logique que vous avez dit, vous gagnez les élections, après 3 ans, vous partez consulter les Camerounais sur est-ce que le fédéralisme vous convient ou ne vous convient pas. Au sortir de là, ils vous disent, votre fédéralisme là, les amis, laissez-nous avec. Est-ce que vous abandonnez le pouvoir ou alors... Je vous ai dit, nous allons tirer les conséquences. Et les conséquences sont multiformes. Je vous ai dit, je suis un homme responsable. Et honnêtement, vous n'allez pas venir aujourd'hui à voir de moi que je vous dise que le SDF a moi c'est pour démissionner. De voir si vous réfléchissez par mais rapport bien sûr, nous réfléchissons. C'est pour ça que nous ne voulons pas dire aux Camerounais, tout simplement, voici ce que nous on vous dit. Prendre ou à laisser. Nous avons dit, nous avons une consultation nationale. Une consultation nationale nous donne aussi le pouls des Camerounais un peu. Mais aujourd'hui, après 35 ans d'existence, je pense que vous pouvez au moins me concéder, nous avons planté le débat de la forme de l'État dans la politique camerounaise. Même ceux, même du RDPC, qui parlaient de l'État
décentralisé. Ils parlaient d'abord de l'État centralisé. Ils ont bougé de l'État centralisé à l'État décentralisé. Ils y sont arrivés à l'État régional. Vous comprenez que nous avons fait bouger les lignes, même chez l'adversaire. C'est pour ça que convaincus de ces lignes qui ont bougé, nous savons que après, au soir du 12 octobre et la victoire du SDF annoncée, vous verrez un déferlement vers le fédéralisme des Camerounais. Et je suis convaincu, d'abord nous sommes par essence fédérale. L'élection présidentielle est une compétition. Revenons sur la zone anglophone. Quelles sont les solutions que le SDF mettra en place pour arriver à bout des massacres, de la guerre dans le Nozo, et sachant que le SDF tire une partie de ses racines dans cette région-là? Le SDF tire une partie de ses racines dans ces régions, c'est vrai, comme nous tirons une partie de nos racines partout au Cameroun. Donc nous nous voyons dans un parti comme un parti national et qui s'efforce tous les jours à garder cette posture. Mais la question du Nozo, c'est une question, il n'y a aucun parti au Cameroun qui connaît le nord-ouest et le sud-ouest comme nous. Et nous payons, je vous l'ai dit, que je le paye dans ma propre chair, je paye le prix dans ma chair, moi, personnellement. Donc nous savons ce qui se passe. Nous avons d'ailleurs, nous étions les premiers à avoir alerté le pouvoir public, vous vous rappelez, lors de la remise, lors de les festivités pour célébrer la Coupe d'Afrique gagnée en 2017, où le chairman John Fonzi alertait déjà le président actuel en lui disant qu'il y a des enfants qui sont en brousse et que la situation est extrêmement grave. On n'avait pas encore atteint des proportions que nous avons aujourd'hui. Bien. Donc, ceci dit, le SDF est clair. Le SDF dit, nous faisons taire les armes en 100 jours. Taire les armes, faire taire les armes en 100 jours, ça veut dire quoi? Il n'y a aucun jeune qui est là, en prison, ou bien qui est dans la brousse parce qu'il le veut. La majeure partie de personnes que nous avons rencontrées, et qui sont des personnes que nous avons connues, c'est des gens qui ont beaucoup de frustration. C'est pour ça qu'il est extrêmement important qu'il y ait ce dialogue. Il est extrêmement... Nous allons dialoguer, et nous le disons. Nous allons libérer les prisonniers de prison. Là-dessus, on ne dandine pas. Toutes les personnes qui n'ont pas le sang sur les mains seront libérées. Il y a des personnes aujourd'hui dans le nord-ouest, je prends votre téléphone, je le fouille, je vois juste, pour une raison quelconque, je trouve que vous avez des vidéos des ambazoniens, comme on les appelle, des sécessionnistes, ainsi de suite. On vous jette au Niouf. Nous, au SDF, toutes les personnes qui sont au Niouf pour rien, nous les libérons. Ça, c'est une première truc. Et ça, c'est dès les premiers jours. On n'a pas besoin, une fois et tout dit, nous ne connaissons pas le nombre exact, ils sont 5 000, ils sont 10 000, nous allons les libérer. Si nous avons oublié 2 ou 3, quand on revient, on se rend compte qu'elles sont là, on les libère. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, nous allons dialoguer. La guerre coûte cher, la paix coûte plus cher. Mais moi, je veux la paix dans mon pays. SDF, à la présidence, nous dialoguons. Et quand on veut dialoguer, si Madiba Mandela a été mis dans des conditions humaines et non déshonorantes pour pouvoir dialoguer avec le régime à l'époque en Afrique du Sud, nous ferons la même chose avec ceux avec qui nous voulons dialoguer. Nous les mettrons dans une condition où on ne se retrouvera pas un président de la République assis là en train de dialoguer avec vous. Vous avez des chaînes sur les pieds et sur les mains. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi si je veux dialoguer? Et donc, quand on veut la paix, en période de guerre, ou même quand on veut la paix, on ne parle pas avec ses amis. Hein? Nous, on se parle. Donc, nous sommes un peu dans la paix. Si je veux la paix, je vais vers ceux qui me combattent. Donc, je vais parler avec les gens qui me contredisent, les gens qui me pointent l'arme sur la tête, les gens qui me tirent, qui me jettent les cailloux dessus. Parce que je veux la paix. Et je vais payer le prix de cette paix. Et je ne le ferai pas seulement avec le Nozo. Je ferai la même chose dans le nord et dans l'extrême nord. Je vais comprendre le pourquoi et le comment de la situation. J'irai dans l'est du Cameroun, parce qu'on a tendance à oublier cette partie du Cameroun, qui vivent aussi une insécurité grave. J'irai aussi là-bas. C'est pour ça que nous avons dit, nous aurons une grande consultation. Et c'est au sorti de ces consultations que nous allons aboutir à la proposition, à la consultation, au référendum constitutionnel. Mais en amont, il y a un dialogue. Et avant ce dialogue, nous mettons toutes les personnes qui n'ont pas le sang sur les mains dehors. Donc ça, c'est le SDF. Et le SDF est prêt à le faire. Nous avons proposé à l'époque nos services
le système présent, qui lui-même est une grosse partie du problème, n'en avait pas envie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est clair que c'est un échec. On ne gagne pas son peuple avec les armes. Il n'y a aucune personne, aucun dirigeant qui a gagné l'arme à la main contre son peuple. Et cet échec avoué, nous allons prendre en main la situation dans le Nozo. Nous allons faire taire les armes d'abord et nous allons, en moins de 100 jours, et nous allons engager naturellement des discussions avec tous les sécessionnistes, sans exception, pour pouvoir aboutir à la paix. Monsieur Toga, le SDF, en 100 jours, réussira certainement au soir du 12 octobre, le 12 octobre, à évacuer la situation du Nozo, aller jusqu'à l'extrême nord pour Boko Haram, aller à l'est pour Balakan. Est-ce que vous trouvez cette initiative du SDF faisable? 100 jours aussi, excusez-moi, 100 jours c'est pour le Nozo. 100 jours pour le Nozo. C'est une ambition louable, mais elle est fatalement illusoire, fatalement. Parce que moi j'ai simplement une question à poser à mes amis du SDF. Est-ce que l'État du Cameroun existe encore? Aujourd'hui? Non, avec votre logique, est-ce que l'État du Cameroun existe? Sur quelle base vous allez discuter avec les sécessionnistes? Ils veulent la séparation. Ils ne veulent plus vivre au Cameroun. Et vous proposez qu'ils restent dans le Cameroun. Vous allez discuter sur quoi pour taire les armes? Céder mais je vous dis encore, mais je vous dis, on vous a posé la première question, c'est taire les armes. Taire les armes veut dire que ceux qui sont, parce que les frustrations que les populations ont, ce n'est pas d'abord seulement la frustration de la sécession. Elles ont des frustrations d'assimilation. Ça a commencé avec des revendications corporatistes, mais qui ont trouvé déjà des problèmes historiques qui n'étaient pas, des contentieux historiques qui n'avaient pas été résolus. D'accord? Donc aujourd'hui, l'arme qu'on tire, c'est parce que les gens ne se sentent pas écoutés. Quand à l'université de Boya, les jeunes sont sortis, qu'est-ce qu'on leur a opposé? On leur a opposé la discussion, ou bien on leur a opposé la répression. On leur a opposé une répression sanguinaire. Donc nous, au SDF, nous disons très simplement, et très simple, tous nos enfants, je ne dis pas leurs enfants, parce que je suppose que vous aussi ce sont vos enfants, ce sont mes frères, tous nos enfants qui sont là-bas, on les sort d'abord. Ça c'est clair. Et là-dessus on ne dandine pas. Ce n'est pas parce que ce sont nos enfants. C'est la même chose que ceux qui subissent, par exemple, dans d'autres régions, des inégalités, des répressions, on va les sortir. D'ailleurs, le tribunal militaire ne va plus jamais, sous le SDF, plus jamais juger un civil. Ça, c'est une première chose. La deuxième autre chose, je vous l'ai dit, et vous le voyez avec les FARC en Colombie. Après combien d'années ils s'asseyent ensemble? Les FARC décident de la... Non, les FARC voulaient la division de la Colombie. Ils voulaient l'indépendance. Ils sont assis, s'asseyent aujourd'hui ensemble pour discuter. Nous avons vu en Turquie comment on les appelle encore, ceux qui voulaient comment j'oublie encore? Les sunnites? Non, pas les sunnites. Il y a une faction de la population qui a même une base arrière en Syrie, ainsi de suite. J'oublie juste seulement... Ici, bon, pour les appeler terroristes, je n'entrerai pas dans cette appellation, mais toujours est-il qu'ils ont voulu aussi une certaine autonomie. Hein? Et le président, le créateur du parti kurde, les Kurdes, le président du parti kurde, le PKK, a été arrêté et emprisonné pendant très longtemps. Il y a eu des combats violents avec les Kurdes pendant des dizaines d'années. Et dernièrement, le président Kurd a décidé, après des longs pourparlers, de mettre des armes à terre. Et aujourd'hui, ils sont en train de rentrer petit à petit dans la Turquie. Nous sommes en train de voir la RDC Congo avec les problèmes qu'ils ont eus sur leurs frontières, avec qu'on entre avec le Rwanda ou pas. Mon ami, le président Tshisekedi, il sait, je ne veux pas entrer dans ce problème parce que c'est un problème un peu compliqué. Mais ils sont en train d'essayer de trouver la paix avec le Rwanda. Qui sommes-nous pour ne pas trouver la paix, pour ne pas quémander la paix avec mon frère? Qui suis-je? Je veux la paix et je suis prêt à payer le prix de la paix. La paix ne coûte pas cher, la paix n'est pas moins chère. Moi, je veux chuter même dans payer le prix. Dans payer le prix, si... Pourquoi vous dites par exemple que vous allez libérer ceux qui ont le sang, qui n'ont pas le sang sur les mains? Qui n'a pas le sang sur les mains?
Ali Tabé, par exemple? Non. Les penseurs de cette histoire n'ont pas le sens sur les Non, je vous dis encore. Là, je vais chuter, je vais arriver, là vous allez comprendre où je vais en venir. Moi, ce que je considère illusoire dans votre démarche, c'est que le Cameroun n'existera plus au sorti de là, parce que les positions sont tellement bloquées au point où, si je ne me considère plus, si mon frère aujourd'hui me dit qu'il n'est pas mon frère, je le considère qu'il n'est pas mon frère. Moi, c'est ma logique. Tu arrives à penser que tu n'es pas mon frère, tu n'es pas mon frère. Ouais. Tu arrives à dire que tu n'es pas Camerounais, je te vois comme si tu n'es plus Camerounais. Ça, c'est la logique. Mais les bienfaits l'ont fait. Ça, c'est la simple logique. Les bienfaits, est-ce que les bienfaits ne sont pas nigériens? Non, ils se considèrent comme bien frères. Ah bon? Non, c'est le passeport. Nous avons... Dans le mindset du Biafra, il se dit Biafra, il se dit pas Nigérien. Quand on l'appelle même Nigérien, il se fâche. Ah bon? Bien sûr. Ok, ça je n'étais pas au courant. Mais ce que je pensais, c'est que la question du Biafra, malgré l'opposition militaire qu'il y a eu, cette question a été aussi, on va dire, évacuée de façon constitutionnelle. C'est même pas évacué, c'est pas du tout évacué. Parce qu'il y a les Namdi Kanou qui continuent avec. Oui, mais on aura toujours des personnes. Non, on aura toujours, dans les armes vont toujours continuer. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Mais vous n'allez pas m'empêcher d'essayer. Vous n'allez pas m'empêcher d'y aller. Nous connaissons le nord-ouest, le sud-ouest. Ce sont les gens qui ont les mêmes revendications que moi. À la seule différence que moi, je crois au Cameroun. Et maintenant, après avoir causé avec eux, et croyez-moi, parce que je les connais, plus que vous, je trouverai des solutions pour eux. Aujourd'hui, ce qui a radicalisé toutes ces personnes, c'est la répression du système en place. Si on n'avait pas brutalisé les populations, si on les avait écoutés sans leur... Quand des avocats, vous pouvez vous imaginer... Mais il y a quand même des massacres. Non, je ne dédouane pas. C'est pour ça que je vous dis que le sang sur les mains, je vous parle toujours du sang sur les mains. Ça veut dire que je ne suis pas en train de dire que je vais absoudre les gens de certains des crimes. Mais je dis encore aujourd'hui que ceux qui n'ont pas le sang, et nous avons des enfants, plein d'enfants, qui ont été arrêtés sans aucune preuve. Mais là, vous avez appliqué la méthode que le président Biya est en train de faire aujourd'hui. Si je vous le dis bien, si vous dites que vous les libérez, vous allez les libérer comme ça, sans examen psychologique, sans réinsertion dans la société. Pourquoi le président de la République a créé les DDR, dans lesquels vous déposez... Et pourquoi ces DDR ne marchent pas? Bien sûr que ça marche. Ah, moi, je suis, par exemple, je ne sais pas si vous suivez ma contribution PDM, si vous suivez, comment il s'appelle, le jeune qui est dans le centre, là, qui a eu son baccalauréat, qui est entré à l'université récemment. On a inséré un autre qui est devenu professeur, Belchus qui est devenu Clovis. Clovis, c'est celui qui a son baccalauréat. Mais vous me parlez toujours encore des cas esselés. Non, c'est pas des cas esselés. Est-ce que vous avez été à Boya? Est-ce que vous avez été à Bamenda pour connaître le nombre de personnes dans les prisons? Ça, c'est encore un argument pour dire que parce que le président n'est pas là à Boya. Non, je n'ai pas dit ça. Non, ce que je veux dire. Prêtez-moi de l'argent, mais pas les idées. Ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est que ceux manipulés, parce que moi, je ne dis pas que la question de la marginalisation n'est pas vraie. Je dis que c'est vrai. Ok. Même dans nos familles, il y a des enfants qui se sentent marginalisés. Ce n'est pas pour autant qu'ils disent que je ne suis pas de ces familles. Mais vous vous rendez même compte de ce que vous dites. C'est extrêmement grave. Vous vous rendez compte que le concours de l'ENAM, avant, se faisait dans une certaine langue. Vous avez écrit le concours de Polytechnique. Pourquoi je dis que c'est vrai? Nous avons vécu 50 ans avec cela. Vous ne pouvez pas comparer ça à une marginalisation qu'on a dans une famille juste parce qu'on aurait... Je ne simplifie pas ce qu'il y a dans des familles, mais c'est un peuple. J'essaye un peu de faire la C'est un peuple qui a souffert dans son âme et dans son sang, qui n'a pas eu droit, qui n'a pas eu pignon sur rue. Vous vous imaginez qu'on vous envoie un administrateur qui ne parle même pas votre langue. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Pendant 40 ans, tu es humilié, tu es réduit à rien. Il y a donc, ces gens se sont sentis exclus du Cameroun. Est-ce que c'est vrai? Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il faut faire des massacres. Je n'ai jamais... Non, le SDF le dit. Nous sommes contre les Ambazoniens avec leur massacre. Nous sommes contre le gouvernement avec son massacre. Nous disons, sur ce côté, nous les mettons dos à dos. Parce que quand on brûle des villages, on ne peut pas m'expliquer que c'est normal. D'accord? Quand on vient massacrer des enfants à Kumba, comme l'ont fait les Ambazoniens, on ne peut pas m'expliquer que c'est d'accord. Mais aujourd'hui, nous disons,
Le RDPC est un acteur majeur de cette crise. C'est-à-dire, il a une continuité de l'UNC, il est un acteur majeur. Ça, c'est la position du Ça, c'est la position du SDF. Moi, SDF, je ne suis pas un acteur majeur. Hein? Je veux le dire comme ça. J'ai dit là, le MSC n'est pas un acteur majeur de cette guerre. Bien sûr que si. Parce qu'ils n'ont pas dirigé le Cameroun. Non, c'est là où on retombe encore dans ce que je considère non, vous avez dit l'inculture politique. Non, vous parlez maintenant de la... Vous voulez parler de la manipulation. Moi, je n'en Non, pas ce n'est pas question de manipulation. Je ne parle pas de manipulation. En quoi est-ce que le Ils SDF sont responsables. Qu'est-ce que le SDF aurait Quand fait? cette histoire a commencé, Oui. les positions des partis politiques au Cameroun Oui. ont été pour la division du Cameroun. Je dis bon? bien pour. Donnez-moi une Dans la- seule position du SDF. Bien sûr, dans la mesure où vous mettez dos à dos des personnes qui veulent la négation de l'existence de l'État, vous êtes pour la Non. disparition de cet Non, État-là. nous n'avons pas dit ça. Mais- Nous avons dit c'est ceci. votre Non, position. attendez, monsieur, il faut replacer les choses comme elles sont. Je vous le dis encore, en 2000, nous avons, vous connaissez Joseph Uyeba? Oui. C'était un député du SDF. Qui est devenu ambazonien. Et qu'est-ce que le SDF? Le SDF l'a suivi? C'est pas question que Non, le est-ce que le SDF l'a suivi, oui ou non? C'est pas question Non, que vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que... les positions que Non, le je vais- SDF a adoubé, Donc, pour vous, les c'était positions l'exclu du de SDF. Non, il est parti du SDF. L'honorable, oui. Le SDF ne l'a pas exclu. Mais ce que je veux dire, c'est que... je ne sais pas si vous comprenez même. Il n'y a aucun parti politique au Cameroun qui a payé le prix de cette guerre comme le SDF. Je suis tout à fait d'accord. Et donc, le SDF n'a pas payé ce prix juste d'un côté. Il a payé des deux côtés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous nous dites qu'aux dernières élections 2018, nous avons eu 3%. Ouais. 3% parce que le nord-ouest et le sud-ouest, on a voté à moins de 5000 personnes. C'était des militaires qui l'ont voté. Ok? Vous comprenez que sur le plan politique, nous avons payé le prix. Mais là, même sur le plan politique, nous n'avons pas de problème pour payer le prix. Si sur le plan humain, nous ne payons pas le prix. Le chairman John Fundi a été enlevé plusieurs fois par des ambazoniens. Ça doit vous dire quelque chose. Vous savez ce qu'il a souffert. Vous savez qu'une partie de ce qui l'a mené aujourd'hui dans la tombe, c'est à cause des souffrances qu'il a eues là-bas. Le cardinal Christian Tomi l'a subi aussi avec lui. Ça, vous le savez. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Donc, c'est pour dire quoi? Le SDF est resté extrêmement républicain dans cette histoire. Je dis Et non. là- À ce moment-là, je dis non. Non, et là, je vais vous dire pourquoi. Parce que le SDF dit ceci. Nous prenons, le chairman John Fundi n'a jamais accepté une invitation à Itoudi. Sauf la seule invitation lors de la réception des footballeurs camerounais après avoir gagné la Coupe d'Afrique. Ouais. Ça veut dire le SDF, mais tout ce qu'il a, le chairman incarne tout le SDF. Nous mettons notre opposition que nous avons avec le gouvernement à côté. Nous comprenons qu'il s'agit du Cameroun. Il y va devant les yeux de tous les camarades. Après avoir écrit au président à plusieurs reprises pour l'arrêter, il y va et il arrête la main du président et lui dit devant les camarades ce qui se passe. Quand il sort, quand on l'interviewe, en lieu et place d'entrer dans les festivités, il reprend le même message dans lequel il lui dit ce qui se prépare, ce que les jeunes préparent, c'est pas bon. Il faut parler avec ces jeunes. Ok? Maintenant, et là, il parle au gouvernement. Là, il n'est pas en train de dire il faut aller prendre des armes. Quand les jeunes prennent des armes, John Fundi, de son vivant, dit à ces jeunes que ce n'est pas la méthode. Moi, j'ai combattu ce que vous combattez. L'assimilation. Mais par un autre moyen. Je suis resté dans la République. Quand les ambazoniens et tous ces gens demandent au chairman John Fundi de quitter, quand il est en capture, il risque au prix de sa vie. Il donne sa vie en disant je ne le ferai pas. Je ne suis pas sûr que j'ai déjà vu un homme politique dans l'histoire du Cameroun assis en face de ces gens, si ce n'est pas le Pono, avoir des positions pareilles. Il était prêt à payer de sa vie. De payer de sa vie. Vous pouvez vous imaginer ça. Alors, venir sur un plateau et me faire comprendre que le SDF aurait eu des positions ambiguës, c'est une insulte au visage. Quand je donne ma vie pour quelque chose, pour défendre le maître carré du Cameroun, je ne peux pas considérer que quelqu'un me dit que je suis un ambigu. Il n'y a pas plus grand sacrifice que ça. J'aurais aimé, j'aurais attendu de Bia qu'il descende juste à Bamida avec toute son escorte. Non, je dis avec toute son escorte, il ne donne pas sa vie. Je dis avec toute son escorte pour venir parler. Moi, je vais au front, moi, je me fais pratiquement abattre et on me dit, parce que tu défends le Cameroun, tu te fais abattre, tu es ambigu.
Parce que le SDF l'a dit. Il dit, vous les ambazoniens, vous êtes sur le mauvais chemin. Mais vous, le gouvernement aussi, vous êtes sur le mauvais chemin. Et on doit le leur dire. Et c'est ça le SDF. C'est la différence entre nous et tous les autres partis dans le langano politique. Nous condamnons les deux en leur disant, vous n'avez pas le droit de prendre des armes contre votre République. Mais vous ne pouvez pas massacrer vos populations de la sorte. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison qui dit qu'on entre dans des universités, on viole les jeunes filles. On a vu des images humiliantes. Des images humiliantes. Je ne suis pas sûr que si on faisait cela à l'ouest, au centre, au sud, les populations resteraient de la même façon. Ce sont des images atroces que nous avons vécues, qui continuent à voler sur la toile. Mais en quelques mots, M. Toga, on arrive presque à la fin de cette émission. En quelques mots, est-ce que la solution du Nozo ne se retrouve pas au niveau de la réconciliation nationale que propose notamment le SDF? Moi, je considère que le Camerounais même est le problème dans cette histoire. Parce qu'on n'a pas, de mon point de vue, assimilé c'est quoi l'État. Qu'est-ce que l'État? Et si on n'a pas cette éducation-là, il est difficile de résoudre ce problème. Et les partis politiques ont concouru à ce que la fragilité de l'État existe au sein du Cameroun. Dans la mesure où ils n'éduquent pas pour montrer les limites à ne pas franchir en cas de basculement, même dans les discussions que nous pouvons avoir. Ce n'est pas parce qu'on est sur la discussion, par exemple, du Nozo aujourd'hui, que je ne vais pas continuer à le respecter, ou bien à continuer à respecter son... Donc ce sont ces limites-là qui ont tangué quand la question du Nozo s'est posée. Les partis d'opposition n'ont pas été fermes sur les positions qu'ils pouvaient prendre, même si aujourd'hui on devrait accuser le gouvernement, ce n'est pas en crise de communication, des crises, on dit, dès qu'il y a des ambiguïtés dans le message qui passe dans la population, fatalement, la crise va continuer et va perdurer. Et donc, ce qui a continué, c'est les positions de ces partis politiques-là, qui ont déjà un gouvernement qui est honni dans l'opinion publique, qui ont un gouvernement qui n'est pas bien vu dans l'opinion publique, mais que les positions du gouvernement, quand il prend, les médias arrivent, ils frappent dessus que ce n'est pas la bonne méthode, c'est pas la bonne méthode. Les partis d'opposition arrivent, c'est pas la bonne méthode, c'est pas la bonne méthode. On aurait pu, à quel moment ils se sont assis et dit, le Cameroun doit avancer, il faut éduquer les masses qui sont derrière, il faut leur montrer que dans le Cameroun, par exemple, la position du chairman qui a dit le Cameroun, c'est ce qui m'a fait, c'est le Cameroun, je supporte le Cameroun, mais la position franche et véritablement ferme, moi je ne l'ai pas trouvé honnêtement au niveau du SDF, c'est ce qui me désole un peu au début de la crise, au début. Et c'est au début qu'on pouvait recadrer les Camerounais pour leur dire le Cameroun est en train de partir en couille, si vous me permettez l'expression, et c'est à ce moment-là qu'il fallait mettre les points sur les i pour dire la sécession ici en Europe. Je suis bien un cours de comparatif politique, on me dit la sécession ce n'est pas une notion qu'on place dans le débat en démocratie. Pourquoi on arrive en Afrique, on nous dit la notion de sécession doit être discutée en démocratie? Ce n'est pas une notion qu'on met sur la place publique en démocratie. Ici en Belgique, on est en train de vouloir, n'est-ce pas, museler le blanc, qui est en train de modifier son discours pour exister sur la scène politique ici en Belgique. C'est pour dire quoi? Qu'au niveau du Cameroun, le citoyen doit concourir à chercher la paix. Il doit savoir qu'ici, je suis dans un pays qui se veut un et indivisible. Et donc, fatalement, je dois travailler pour conscientiser ces jeunes-là qui, moi, je considère qu'ils sont, peut-être, je ne sais pas, moi, j'avais de la famille, peut-être, peut-être, vous ne le savez pas, mais je ne l'aide pas pour autant. La marginalisation aussi vient du fait que le citoyen accepte de marginaliser ces populations-là. Quelle est la posture que j'ai quand je regarde mon frère du nord-ouest et du sud-ouest? Est-ce que je le prends de haut? Est-ce que je le prends de bas? Est-ce que je le prends d'égal à égal? Ce n'est pas l'État qui t'éduque à faire ça. Ce sont tes positions propres. Ce sont tes positions. Quel est le regard que j'ai? Et donc, ton éducation déjà. Et donc, moi, je considère que si maintenant notre regard par rapport à cette question-là est discuté à notre âme et conscience, l'État trouvera facilement les solutions. Et celle qui est proposée par le président de la République, que je trouve en l'État idoine, le bâton et la carotte. Si vous déposez les armes, vous intégrez un centre de DDR, on vous trouve une réinsertion sociale, une réinsertion, vous avez comme les Belgius, les Clovis, et j'en passe, ils sont pleins là-bas, ils ont au moins 300, 400, 500 qui sont dans les centres de DDR. Et donc,
Moi, je considère que c'est la voie. Et les partis politiques doivent éduquer les sympathisants et les militants à dire que les principes en démocratie, il y a des questions sur lesquelles, quand ça se pose, il faut être ferme. Il faut être ferme. Voici l'éducation, ça fait partie de l'éducation, simplement aussi des citoyens. Bien sûr. C'est un peu vers ça que moi je trouve qu'on attend à ce début-là, et c'est pourquoi la crise va perdurer, à mon sens. La paix est un pilier du SDF. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos électeurs pour le 12 octobre 2025? Le 12 octobre 2025, c'est un référendum. Un référendum sur la continuité et l'histoire du Cameroun. Un référendum pour décider si nous allons continuer, comme il a dit, dans la paix ou dans la guerre. Un référendum si nous voulons continuer dans la misère ou alors dans le développement, ou aller dans le développement. C'est un référendum si nous voulons laisser un octogénaire, un nonagénaire de 93 ans officiel nous gérer pour une population aussi jeune. C'est un référendum qui va changer fondamentalement l'histoire du Cameroun. Et nous, au SDF, nous vous proposons un programme social, un programme socialiste qui met l'homme au centre de sa politique. Un programme qui va aller et qui est issu des consultations et des hommes que nous avons rencontrés. Un programme qui a pour but de changer le visage, la face, la forme et même, je vais dire tout simplement, le vécu des Camerounais, en commençant du quotidien pour finir à la perception qu'on a de nous au-delà de nos frontières. Et c'est pour ça que nous vous invitons tout simplement à aller aux élections. Nous vous avons invité dernièrement à vous inscrire massivement sur les listes. Nous sommes contents des réponses que nous avons eues jusqu'à présent, même si on n'a pas atteint les buts que nous escomptons. Mais aujourd'hui, le challenge, il est autre. Parce que nous sommes sûrs que M. Diamin n'a jamais été élu au Cameroun. Et là, la victoire qui s'est dessinée au fil de toutes les consultations électorales était celle de l'abstention. Et donc aujourd'hui, nous disons à tous les abstentionnistes et tous ceux qui ne sont pas encore décidés de sortir le 12, de voter pour le candidat qui vous donne le meilleur programme. Naturellement, nous mettons la main sur le cœur parce que nous savons que nous avons le meilleur programme et que vous allez nous plébisciter. Et surtout, de rester, de suivre le dépouillement, de vous assurer que les PV sont ceux que vous avez sont le résultat des élections, de ce que vous avez mis dans les urnes, parce que nous serons dans les bureaux de vote avec vous et vous allez nous accompagner. Nous ne vous laisserons pas seuls. Et après, au soir du 12 octobre, quand la victoire sera effective et constatée, nous allons commencer à bâtir ensemble un nouveau Cameroun. Celui que nos pères fondateurs, les Oumyobé, ont porté, avec les NS ont porté dans leur cœur, pour qu'advienne la deuxième République. Merci encore beaucoup. Le SDF a marqué l'histoire politique du Cameroun, mais son avenir reste à écrire le 12 octobre 2025. C'est ici que s'achève cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro.